On a fini l'année dernière à 1,240 milliard, je crois. Et on a comme ambition d'accélérer. Notre technologie, aujourd'hui, est invisible. Vous l'utilisez au Maroc tous les jours sans vous en rendre compte. Et dans le monde, cette technologie est utilisée par des centaines de millions de personnes dans plus de 90 pays aujourd'hui. Une équipe d'à peu près 1500 personnes. L'entrepreneur est quelqu'un qui est capable de faire beaucoup d'efforts, de vraiment souffrir dans sa chair pour y arriver. Dans cet épisode, on reçoit Abdeslam Alaoui, un très grand entrepreneur marocain. Il est le CEO de HPS. En 1995, il crée l'entreprise avec ses associés. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, HPS est une des plus belles entreprises marocaines et un des leaders mondiaux dans son secteur. Je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut jamais ignorer une intuition, il faut juste attendre un peu. L'intelligence artificielle est surtout un outil d'accélération qui va augmenter le résultat. Et là, ça peut être très intéressant. Le cash coûte beaucoup d'argent, beaucoup de gens n'imaginent pas. Il y a une étude qui avait été faite et c'était 0,7% du PIB. Si on utilise de l'intelligence artificielle sans avoir un œil critique, c'est juste catastrophique parce que l'intelligence artificielle est certainement tout sauf intelligente. Ce chiffre m'étonne toujours. 90% d'entre vous qui écoutez ce podcast régulièrement n'êtes toujours pas abonnés à la chaîne. Donc une seule chose, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez ces podcasts et que vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne. Ça nous aide énormément. On va continuer à faire venir des invités super intéressants et à vous proposer des podcasts de qualité. Abdeslam Alaoui, bienvenue. Merci. Bienvenue dans Next Wave Podcast. Merci de me recevoir. Très heureux de te recevoir. En plus, c'est ce qu'on se disait juste avant l'épisode. C'est vrai que là, on est à peu près à la période des 30 ans de HPS. Oui. Donc, c'est quand même un moment particulier. Donc, je suis très content de te recevoir. J'ai envie de revenir sur ton parcours, revenir sur l'histoire de HPS depuis sa création en 1995. Donc voilà, chez Next Wave, on aime bien à la fois comprendre les parcours et rentrer un petit peu dans le détail du business, comprendre comment il s'est développé, comprendre vos activités, etc. Et donc voilà, si ça te va, c'est un peu le programme pour aujourd'hui. Parfait. C'est parfait. Parfait. Est-ce que pour commencer, je peux te laisser te présenter ? Bien sûr. Donc, Abdeslam Alaoui, je suis aujourd'hui dirigeant de HPS, que j'ai cofondé avec 3 de mes amis. Donc, cofondateur aussi il y a déjà 30 ans, ce mois-ci. Voilà, donc j'ai fait mes études à Toulouse, dans le sud de la France. Je suis rentré en 89 pour des raisons personnelles. Donc j'étais un peu forcé de rentrer à l'époque au Maroc. J'ai travaillé donc dans une entreprise qui était aussi dans le paiement jusqu'en 92, où j'ai créé ma première entreprise, puis une autre. Et en 95, donc avec mes 3 cofondateurs, on a commencé l'entreprise HPS, où j'ai commencé par être le techos, comme on dit aujourd'hui. Oui. Donc je me suis occupé de faire le design, de faire de l'architecture, de faire beaucoup de code. Et puis petit à petit, d'autres talents nous ont rejoints et qui étaient beaucoup plus brillants que moi sur ces sujets-là. Et je me suis retrouvé à faire de la relation client ou du customer success, comme on dit aujourd'hui, pour faire de la vente. Et puis, par la suite, accompagner Si Mohamed Hourani, qui était l'ex-président directeur général. Et puis, il y a quelques années, on a séparé les fonctions de présidence du conseil d'administration avec la direction générale. Et donc, on est beaucoup plus dans une gouvernance un peu plus conforme avec... une direction générale que tu as pris. Et Mohamed est resté le président du conseil d'administration. Okay. Voilà. On va revenir sur toute cette histoire. Mais ce que je trouve intéressant pour commencer, c'est peut-être avoir une espèce de présentation d'HPS aujourd'hui, une espèce de photographie début 2025, en plus à l'occasion des 30 ans, donc c'est génial. Pour comprendre un petit peu c'est quoi HPS aujourd'hui, quelles sont vos activités, et voilà, juste avoir une... Très bien. Donc HPS, c'est une société de technologie. Donc ça, c'est le premier fondamental, je dirais, et qui aujourd'hui offre ce qu'il faut pour pouvoir réaliser ou pour pouvoir faire aboutir une transaction de paiement. Donc ça veut dire quoi de manière un peu plus concrète, c'est que quand on va payer avec un moyen de paiement digital, ça
Ça peut être une carte, ça peut être un mobile, ça peut être sur un site web pour payer une transaction sur le web. Donc il va y avoir de la technologie derrière pour pouvoir lire le moyen de paiement. Donc ça peut être la lecture de la puce, ça peut être le NFC qui va capturer les données du téléphone, ça peut être en fait toute la partie authentification. Okay. Quand on va mettre un code confidentiel, si vous êtes sur un paiement en ligne, vous allez recevoir un OTP, un one-time password, donc un code à usage unique pour vous authentifier. Derrière, il va y avoir de la technologie pour nous assurer que ça va arriver jusqu'à votre compte pour vérifier. En fait, pas votre compte, la source de fonds, comme on dit, parce que ça peut être de votre argent, ça peut être du crédit. Donc, il y a aussi toute la partie authentification, sécurisation, etc. Sécurisation, absolument. Et puis après, peut-être que vous n'êtes pas dans le pays où vous êtes en train de faire de cet achat. Donc cette transaction, il va falloir l'envoyer via des réseaux particuliers, Visa, Mastercard et autres, jusqu'à la banque où vous avez votre argent. Et puis après, il faut s'assurer que le commerçant va être payé. Et quand tout ça c'est fini, peut-être qu'il va y avoir une réclamation. Et donc derrière, il va falloir pouvoir saisir que vous n'êtes pas content. Peut-être que vous avez acheté quelque chose à 1000, vous avez été débité à 10 000. Peut-être qu'il y a eu de la fraude. Donc en fait, nous, on est derrière tout ce monde-là. Et notre technologie, aujourd'hui, est invisible. Donc vous l'utilisez au Maroc tous les jours sans vous en rendre compte. Et dans le monde, cette technologie est utilisée par des centaines de millions de personnes dans différents pays, dans plus de 90 pays aujourd'hui. Donc HPS, c'est ça. C'est une équipe aujourd'hui d'à peu près 1500 personnes qui, passionnément, font en sorte que ces transactions puissent aboutir de manière ou d'une autre, selon les différents moyens de paiement qui existent aujourd'hui dans le monde. Et aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, HPS, c'est... Alors, on a fini l'année dernière à 1 milliard 200 millions, 240 je crois, donc plus précisément. Or, on était très fiers il y a 2 ou 3 ans de dépasser le milliard de dirhams. Et puis on a commencé, je me rappelle très bien, en 95, difficilement avec 500 000 dirhams de chiffre d'affaires. Ouais. Et on a passé le cap des 50 millions, me semble-t-il, dans les années 2008-2009. Et puis aujourd'hui, on est dans cette... donc une croissance à 2 chiffres, donc de l'hypercroissance, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Sur les 10 dernières années, on est à peu près quasiment 15% de croissance. Et on a comme ambition d'accélérer. Et ce n'est pas pour se faire plaisir aussi, c'est qu'on est dans un monde où nos concurrents sont beaucoup, beaucoup plus gros que nous. C'est qui les gros concurrents les concurrents que nous avons, les gros concurrents que nous avons sur les affaires ou sur les projets qui sont vraiment impactants pour nous sont généralement des grosses entreprises américaines. Il doit y en avoir 2 ou 3. Et qui sont, quand je dis gros, il y en a une qui fait, me semble-t-il, 19 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Okay. Donc on ne joue pas du tout dans la même cour. Et donc, pour pouvoir justement avoir de la valeur auprès des clients et des prospects, nous devons proposer autre chose. Et donc, par exemple, juste pour comprendre, parce que je connais forcément pas très bien le secteur des paiements, par exemple, des entreprises comme Worldline, Nexi, etc., c'est pas vos concurrents ? Alors, c'est nos concurrents, et l'une d'entre elles que vous venez de citer, c'est aussi notre client. D'accord, donc toutes les activités ne sont pas couvertes par tout le monde. Exactement. Okay. Et ça va être intéressant, parce qu'on y viendra aussi de comprendre, parce que forcément, je pense que vous avez intégré toutes ces solutions au fur et à mesure dans une espèce de grande solution technologique qui inclut tout ça, mais c'est plein de morceaux avec des objectifs différents. Et du coup, voilà, donc, en fonction des entreprises, vous ne couvrez pas tous les mêmes besoins. Alors, si je prends le cas de l'une des entreprises que vous avez citées, elle utilise notre produit pour adresser un secteur ou un segment du paiement particulier. Et pour celle-là, elle adresse en fait, les opérateurs télécoms dans leur sujet de paiement. Okay. Donc aujourd'hui, cette entreprise utilise notre produit principalement pour offrir aux opérateurs de télécom, quand ceux-ci veulent offrir des moyens de paiement, ça s'adapte très bien parce que c'est très agile, c'est très facilement déployable, etc. Mais aussi pour autre chose.
Et pour revenir au cœur de métier d'HPS, depuis le premier jour, on a été extrêmement clair par rapport à ce qu'on voulait faire et où est-ce qu'on voulait le faire et l'empreinte qu'on a voulu avoir. Donc, depuis le premier jour, on a eu dans nos vies antérieures, puisque 2 de mes cofondateurs, on avait travaillé ensemble dans une vie passée, et le troisième, c'était un ami de mes études en France. Et en fait, depuis le premier jour, on s'est dit, il faut absolument que nous soyons internationaux, que notre marché, c'est le monde, parce qu'à l'époque, le Maroc était, du point de vue de paiement, un petit marché. Et les investissements nécessaires, justement, pour pouvoir faire face à tout ça, il faut qu'on ait un marché plus gros. Et on s'est dit, on veut être le one-shop stop du paiement. Et donc, au début, on a commencé par couvrir le plus simple, les guichets automatiques, pas vraiment du paiement, mais on est dans de l'électronique. Puis par la suite, on est allé sur des cartes dites de débit. Et donc, dans les cartes, il y a 3 modes de paiement. Le débit. En fait, le débit, c'est quand vous payez, on vous débite quand vous payez. Le prépayé, en fait, vous payez avant d'acheter. Et le crédit, vous payez après avoir acheté. Et donc, ce sont 3 modes de paiement. Au Maroc, on a beaucoup plus de débit et de prépayé, très peu de crédit. Mais par la suite, on s'est dit, tiens, en fait, il y a quand même autre chose derrière. Il y a le paiement, il y a tout ce qui est financement. Aujourd'hui, on peut demander ce qu'on appelle aujourd'hui un crédit instantané. On va être dans un magasin, on veut acheter je dis n'importe quoi, une télévision. Et cette télé, à la caisse, on va nous proposer un N fois tout de suite. Donc tout de suite, on va regarder est-ce que vous êtes solvable, quel est le degré de risque qui serait prenable sur vous, et on va vous proposer ce qui va bien. C'est tout ça ce qu'on fait. Mais au-delà de ça, en fait, le paiement aussi s'élargit. On a eu, si vous vous rappelez, toutes les étapes, les étapes de rupture, quand on est passé de la carte à puce à la carte à puce, etc. Et à chaque fois, en fait, il a fallu s'adapter, mais en même temps avoir une empreinte plus large sur les offres que nous donnons. Alors, je prends l'exemple dernièrement, on s'est posé la question. Nous sommes aujourd'hui le cœur de paiement chez plusieurs banques et chez plusieurs opérateurs. Et puis on s'est dit, il y a la distribution des produits de paiement. Et c'est là où on s'est rapproché de l'entreprise irlandaise qu'on a achetée il y a quelques, au mois d'août de l'année dernière. Et donc là, au-delà de la transversalité du paiement, en fait, on est descendu dans la chaîne de valeur pour aller dire, en fait, HPS n'est plus... Il ne faut plus intégrer HPS avec les canaux. Ouais. Si les canaux, si la banque ou l'entreprise qu'on adresse n'a pas déjà un système digital, en fait, HPS va lui offrir ce système-là. Exactement. Donc, on a une croissance horizontale. Donc là, on est plus downstream pour aller toucher les clients, mais aussi dans la transversalité. On était dans la carte, on est passé au mobile, au compte, et là, on a un certain nombre d'autres éléments qu'on est en train d'intégrer. Ouais, et ça décrit aussi toutes les grandes étapes, je pense, du paiement, avec le paiement mobile, le digital banking, etc. Je pense qu'on va revenir sur cette histoire-là, parce que c'est aussi, je pense, l'histoire d'HPS, parce que vous avez vécu toutes ces transitions dont vous avez été acteur. Et le deuxième truc qui me vient en tête, c'est que HPS, c'est quand même une entreprise technologique qui a commencé comme une start-up. On peut moins dire que c'est une start-up, même si peut-être vous avez gardé la mentalité start-up, parce que c'est quand même un grand groupe de plus de 1000 personnes, mais une start-up qui, dès le premier jour, est allée à l'international. Et c'est ça qui m'avait marqué quand je m'étais renseigné sur l'entreprise, c'est que je crois que l'année 2 ou 3, vous avez déjà des clients à l'étranger. Et donc voilà, j'aimerais bien revenir sur toute cette histoire, mais avant ça, est-ce qu'on peut revenir à Abdeslam Alaoui à 18 ans, donc au tout début, pour avoir le contexte dans lequel tu as grandi et comprendre un peu ce moment-là. Alors, Abdeslam Alaoui a une enfance très heureuse. Donc, le plus petit d'une famille où il y avait évidemment des sœurs plus grandes, et puis un demi-frère, et puis 2 frères adoptifs aussi, donc famille nombreuse, on va dire. Le plus petit, donc, on va dire, très protégé, pas forcément au courant des difficultés qui allaient arriver. En arabe, on va dire un peu
Bon, je ne vais pas le dire, mais je vais le dire quand même, chiche, comme on dit. Et donc, c'était plutôt tranquille, on va dire. Okay. Et puis, donc, j'ai eu mon bac C à l'époque, donc en 82. Et puis, je suis allé faire mes études à Toulouse. Et puis là, bon, ça a peu changé. Donc, il fallait commencer à se réveiller, comme on dit. Et puis, j'ai eu malheureusement j'ai perdu ma mère pendant cette époque-là, qui a été un élément important pour moi. Et donc, ça m'a vraiment réveillée, on va dire. Et donc, je suis rentré en 89. Et là, à ce moment-là, avant d'arriver à ça, à Toulouse, tu fais quoi comme études ? Des études, donc je ne savais pas, bon, j'avais pas encore de projet en tête. Donc, à l'époque, quand on ne savait pas ce qu'on fallait faire, on faisait des maths. Donc, j'ai eu un bac scientifique, un bac C à l'époque. Et donc, j'ai fait un doc de maths. Et puis, je suis tombé dans l'informatique presque par hasard, parce que à l'époque, c'était plutôt bien de faire ça, c'était nouveau. Il n'y avait vraiment pas de projet derrière. C'était bien, mais ce n'était pas encore à la mode, non ? C'était pas vraiment à la mode. Comme quelques années plus tard. Non, c'était quand même pas non, c'était pas encore... c'était pas encore et donc c'était un choix de faire ça, ou c'était la continuité avec les maths qui te plaisait avant ? Les maths, c'était bien, mais pas... Et puis, bon, c'était le début de l'informatique personnelle. Donc, moi, j'étais celui... en fait, j'étais dans la génération où on pouvait se permettre d'avoir un PC à la maison. Et donc, j'avais acheté un PC, je me rappelle, en 3e ou 4e année. Donc, j'étais super content. Et puis, bon, il y avait les jeux à l'époque. Bon, c'était pas ce qu'il y a aujourd'hui. Et puis, ça commençait à... Okay. Il y a eu la petite passion. Et puis... Là où j'ai vraiment commencé à apprécier l'informatique, c'est que dans cette... j'avais un des modules, donc c'est les systèmes opératoires, donc les systèmes d'exploitation. Et donc, je suis tombé dans cette matière amoureux, corps et âme. Et donc, j'ai toujours eu... Depuis toujours, j'ai toujours été un peu bricoleur. Okay. Et donc, cette passion que j'ai eue sur les systèmes... J'ai toujours été très méticuleux. J'ai peut-être une passion, des fois, un peu peut-être trop forte sur le détail. Donc, je rentre dans le détail. Et sur ce que j'ai pu faire techniquement, il fallait vraiment rentrer dans le détail. C'est même pas l'octet, là, je rentrais au niveau bit pour manipuler des bits, pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Voilà. Et surtout donc, que les langages qui étaient utilisés à l'époque, je pense, étaient encore plus précis que maintenant. Il fallait vraiment parler quasiment à la machine. Non, c'était parler à la machine. Ouais. Assembleur, etc. Voilà, c'était de l'assembleur, du Motorola 6800, je crois, ou 68000. Donc c'était vraiment... Et des fois, je m'étonnais même de... Parce que les langages ont évolué. Je pense que la distance à la machine a évolué. Exactement. Et d'ailleurs, l'informatique qui est plutôt théorique, c'est vraiment comprendre comment la machine fonctionne, etc. Et je pense que ça se fait de moins en moins, je pense. Ça se fait de moins en moins, parce que c'est de plus en plus compliqué aussi. Et c'est de plus en plus compliqué. Quand on voit aujourd'hui, je vais à l'autre extrême, et on voit aujourd'hui ce qu'on peut faire avec de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les métiers de l'informatique sont tellement fragmentés que celui qui va utiliser l'intelligence artificielle n'a vraiment pas besoin de savoir comment c'est fait. Alors qu'avant, quand on utilisait quelque chose, on essayait au moins de comprendre. Et comment tu penses que ça va évoluer, ce monde-là ? C'est-à-dire, est-ce que ça va être des architectes ultra spécialisés qui construisent des solutions, et de l'autre, plutôt des généralistes qui savent utiliser l'intelligence artificielle ? Ou comment tu vois le... Alors, moi, je pense, pour le sujet de l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus un outil. Et comme aujourd'hui, on utilise les PC, en fait, il y a des gens qui utilisent les PC sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans, sans savoir comment ça fonctionne. Mais par contre, ils ne peuvent pas fonctionner ils ne peuvent pas faire leur métier sans de l'informatique, sans le PC. C'est aussi simple que ça. Je pense que ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, c'est ça. On a un outil qui est formidable, qui est dangereux au sens, si on utilise de l'informatique, de l'intelligence artificielle sans avoir un œil critique, c'est juste catastrophique, parce que l'intelligence artificielle est certainement tout sauf intelligente. Donc elle récupère de la donnée, qu'elle structure, qu'elle manipule dans tous les sens, qu'elle agrège et vous donne un résultat selon
un algorithme qui a été fait. Et donc là, l'intelligence artificielle n'a ni émotion, même si aujourd'hui on dit qu'elle est capable de détecter l'émotion, mais c'est simplement sur de la donnée, et donc pas l'émotion au sens propre du terme. Donc il faut, et d'ailleurs les plus gros challenges que nous avons avec l'intelligence artificielle, c'est cette capacité de pouvoir critiquer, de pouvoir challenger, de pouvoir questionner la réponse que nous avons. Et aujourd'hui, la plupart des gens, en tout cas autour de moi, qui utilisent sciemment et de manière consciente l'intelligence artificielle, utilisent plusieurs outils, pour ne pas les nommer, et comparent les résultats, plus celui de celui qui utilise, qui dit... Finalement, la qualité qui reste humaine, c'est le jugement, en fait. Exact. Il faut avoir du jugement, il faut avoir un jugement qui... Et ce qui est contre-intuitif, c'est qu'en fait... on aurait pu penser que c'est la créativité qui reste, mais je trouve que les intelligences artificielles sont très créatives. C'est-à-dire que brainstormer avec une intelligence artificielle, c'est très très puissant, parce que ça va facilement générer beaucoup d'idées. Exactement. Mais en revanche, le choix reste humain, quoi. Et le choix, et puis aussi, donc aujourd'hui, on a les métiers de prompting, donc comment on va poser la question. Et aujourd'hui, vous mettez deux personnes en face d'outils d'intelligence artificielle. Les deux peuvent avoir des résultats différents, parce qu'ils vont poser les questions différemment. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est surtout un outil d'accélération qui va augmenter le résultat. Il ne va pas le créer lui-même. Ouais. Mais personne ne va être remplacé par l'intelligence artificielle, mais va être remplacé par les gens qui utilisent l'intelligence artificielle. Je donne toujours l'exemple des tableurs. Donc, quand j'ai commencé quand je suis rentré de France, j'avais... Les disquettes. À l'époque, il y avait encore des disquettes avec un outil qui s'appelait Multiplan, qui est l'ancêtre de l'ancêtre d'Excel. Et je l'avais montré au comptable de l'entreprise où je travaillais, et il m'a dit, mais c'est pas possible, demain ils vont me virer. et c'est exactement ça. Aujourd'hui, un comptable ne peut pas vivre sans Excel, ne peut pas faire son travail. Et l'intelligence artificielle, me semble-t-il, et c'est exactement ça. Moi, j'utilise, 20-25 fois par jour des outils d'intelligence artificielle, parce que ça me fait aller plus vite. Tout ce qui est répétitif, par exemple, et malheureusement, beaucoup de personnes à n'importe quel niveau de l'entreprise font des choses répétitives. Et donc aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup de les faire alors qu'en fait, on peut avoir un outil qui peut faire ça? Il vaut mieux garder sa créativité, son... Je voudrais juste revenir sur un point. Tu disais que quand tu as un peu regardé le début d'HPS, après 2-3 ans, Non, c'était pas le 2-3 ans. Je parlais de l'international, c'était tout de suite. C'était tout de suite. On a commencé en février, on a fait un premier projet au Maroc avec le GPBM, donc, où en fait, à l'époque, le GPBM nous avait commandé une feuille de route pour le paiement au Maroc. Et puis, on a eu un premier projet avec la Société Générale. Le GPBM, c'est le groupement des banques marocaines. Marocain, exactement, le groupement professionnel marocain des banques, ou du GPBM, des banques du Maroc. Et on a commencé avec la Société Générale. Et tout de suite, on a eu la chance d'être consulté par une banque au Koweït. Alors, on va y revenir, mais il faut qu'on fasse d'abord D'accord. J'aimerais bien reprendre le fil quand tu rentres au Maroc, parce que je pense que c'est hyper intéressant. Je voulais justement te poser la question de comment, quasiment, donc, première année ou deuxième année, vous avez ce client au Koweït, donc on va y revenir. Mm-hmm. Mais je voudrais d'abord reparler, donc tu me disais que tu étais rentré au Maroc, donc dans un contexte, après tes études. Et là, tu rejoins une entreprise déjà qui est dans le paiement. Qui est dans le paiement. Et donc ça, c'est complètement on peut dire maintenant que c'est une coïncidence, mais je veux dire, il n'y avait pas de passion pour le paiement, il n'y avait pas de sujet autour du paiement initialement. Donc comment t'es arrivé dans cette entreprise et comment ça s'est passé? Alors, je suis arrivé dans cette entreprise presque par hasard, parce que je pense que ça devait être... Je ne sais pas que ça devait être, c'était à l'époque un vrai fleuron, et d'ailleurs ça l'est toujours, un vrai fleuron de l'industrie du service au Maroc. C'est parti d'un groupe à la tête duquel il y avait Abdelhak Andalousi, qui était vraiment un visionnaire à l'époque et qui avait monté un groupe juste top à l'époque de technologie, de l'époque évidemment, et qui, dans son groupe, avait cette entreprise dans laquelle j'ai travaillé, où j'ai rencontré deux de mes cofondateurs. Et donc, c'était vraiment une chance terrible pour moi, où je suis arrivé à un moment où
Cette entreprise avait un projet de migration technologique, de mainframe à l'époque. Donc, on parlait des grosses machines IBM vers des serveurs à l'époque Unix. Donc là, on va rentrer peut-être un peu plus dans le dur. Et donc, je suis arrivé pour faire cette migration. Et j'étais peut-être à l'époque l'un des rares experts de ce type de technologie. Okay. Et donc, je me suis plongé corps et âme dans le métier du paiement pour le comprendre. D'un côté, j'avais un mainframe avec du code COBOL ancien. Et de l'autre côté, il fallait moderniser tout ça. Et donc, j'ai eu droit à une accélération. Je suis vraiment à la vitesse de la lumière. J'ai dû absorber tout le métier pour très rapidement. Pour comprendre comment ce moment de transition. Voilà. Et en termes d'activité, à l'époque, l'entreprise, l'entreprise faisait quoi ? était une perle. Là, quand on était, certainement qu'elle l'est encore. Et donc, à l'époque, déjà, dans les années 90, on a eu la chance de faire le tour du monde et de vendre de la technologie marocaine. À l'époque, je passais les 3/4 de mon temps à voyager, pas aussi loin qu'aujourd'hui. Donc, tu avais un rôle qui était quand même très technique sur la migration, mais il y avait aussi un côté de delivery, front avec les clients. Ok, donc c'était du technique jusqu'au delivery. Jusqu'au delivery, okay. Où en fait, et c'est là où j'ai certainement pu apprendre très rapidement. Et est-ce qu'il y a un rôle, je pense, assez rare quand même d'être aussi technique et en même temps d'aller... Je pense que c'est quasiment, en fait, c'est ça, c'est tellement que c'est technique, je pense que personne d'autre ne peut aller en parler. En fait, j'ai mis 30 ans à quelqu'un m'a mis les mots dessus et il m'a dit Abdeslam, tu passes du microscope au télescope et du télescope au microscope. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu ça notre métier aujourd'hui, en tout cas dans cette ligne de produit ou dans cette activité dans laquelle on est. Pour vraiment être pertinent, il faut comprendre le détail du détail et ce que ça veut dire en termes de risque. Qu'est-ce qu'on fait prendre en termes de risque? Quels sont les outils? Quels sont les investissements? Et puis, en même temps, monter le plus haut possible dans la pyramide pour bien diriger tout ça, pour avoir une stratégie claire, pour pouvoir la distribuer, la dériver au niveau de l'entreprise. C'est ce sujet-là qui est important. Ok. Et donc, dès le début, il y avait ce côté-là où tu as déjà eu des expériences de vente aussi, en Absolument. fait, avec les clients. Et donc, tu passes quelques années à S2M. Et tu quittes S2M pour te lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai 2 questions. Comment ça se passe? Comment tu prends cette décision-là? Et aussi, parce que je pense que quand on le dit maintenant, parce que je crois que tu avais 28 ou 29 ans à l'époque, quand on le dit maintenant, je veux dire, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est quasiment devenu une voie comme une autre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, jeunes ou après les études, au bout de quelques années, etc. Mais je pense qu'à l'époque, au Maroc, au bout de 3 ans d'expérience, surtout dans ce secteur-là qui est très technique, c'était très très rare, je pense, de se lancer dans l'entrepreneuriat en disant voilà, je vais faire une boîte qui a cette ambition-là, etc. Donc je voulais comprendre ce qui s'était passé et pourquoi tu t'es dit je vais me lancer. Alors, c'est vrai qu'à cette époque-là, on ne se lançait pas comme ça parce qu'il y avait déjà beaucoup de pression familiale, pas vraiment familiale, sociale, on va dire. Où en fait, tu m'excuseras le terme, se planter en 90, c'est pas comme se planter maintenant. Okay. Parce que quand on se plante en 90... On n'avait plus de deuxième chance. Non, c'est fini, c'est le raté. Donc ça c'est fini. Et vis-à-vis de tout le monde, c'est l'entreprise, la famille... C'est fini. Et donc, il fallait prendre une décision lourde. Je l'ai prise de manière consciente parce que je ne voulais pas... en tout cas à l'âge que j'avais, pouvoir subir de la lourdeur d'une entreprise qui était en train de faire beaucoup de croissance, qui était super, mais ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire, ça ne correspondait pas à la vitesse à laquelle je voulais pouvoir avancer, et ça ne correspondait pas aux valeurs non plus que je voulais défendre et pour lesquelles j'ai été dans lesquelles j'étais élevé. Et donc j'ai décidé très rapidement, donc après 3 ans, et dans l'espace où je suis, on parle de workload et de elapsed time, donc de charge de travail et de temps de travail. C'est vrai que c'était 3 ans en elapsed time, en temps, mais la quantité de travail que j'ai fourni pendant ces 3 ans,
elle était certainement au moins le double, puisque je travaillais nuit et jour. Je travaillais de 8h à minuit tous les jours, samedi, dimanche, pendant plusieurs mois. Et je ne le regrette pas, bien évidemment. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'était 3 ans, mais en quantité de travail, en intensité, c'était plus. Absolument. Et tu décides du jour au lendemain de partir Non, ça a mûri. J'étais déjà mariée, donc c'était un sujet que j'ai bien évidemment discuté avec mon épouse et qui m'a poussé à sauter le pas. À l'époque, j'avais un backup avec elle, donc elle était salariée. Et donc, on s'est dit, on va prendre le risque. Il y en a un qui va quitter son boulot et qui va travailler un peu plus. Et puis, elle allait surtout garder son travail pour nous assurer un filet de sauvetage pendant cette période difficile. Et c'est vrai qu'elle a été difficile. Alors, pourquoi je suis partie, je vous l'ai dit, mais ça s'est fait au cours du temps. Donc, j'ai commencé à me désengager de manière très transparente. D'ailleurs, j'ai gardé d'excellentes relations avec toutes les personnes qui sont encore ou qui sont parties de S2M, puisque vous l'avez dit, parce que tu l'as dit. Et c'est Mohamed qui était le patron de mon patron, et Driss qui était le patron de mon patron, en fait, sont aujourd'hui des fondateurs d'HPS. Donc, ça s'est passé de manière extrêmement propre. Et on est aussi dans un monde très petit. Le monde du paiement est vraiment un petit monde. Donc, comme on dit, et donc, quand on a gardé des relations, et ça fait partie aussi des valeurs que je défends, je pense qu'il est inutile de se fâcher pour des raisons de ce type. Donc, je suis resté quand même quasiment 1 an. Après avoir décidé de partir. De l'annoncer à l'entreprise. Et puis par la suite, je suis encore resté 1 an en freelance à l'époque. Ok. Donc je suis resté proche de S2M pendant pratiquement 2 ans, jusqu'au jour où en fait, j'ai décidé de vraiment faire autre chose. Si vous cherchez à meubler votre intérieur avec du design de qualité made in Morocco, Sketch Design, qui est notre partenaire, vient de lancer une nouvelle promo très intéressante. Le concept, c'est que vous avez une super réduction jusqu'à moins 60% quand vous prenez un groupe d'articles dans les couleurs qui sont disponibles en magasin. La promo concerne toutes les catégories de produits, avec par exemple le pack Freedom César qui est à moins 46%. Chez Sketch, vous avez l'option de commander des produits selon vos mesures et tissus, et les offres packs qui concernent les produits exposés sont plus intéressants. La marque fait ça pour encourager une rotation rapide des collections, c'est pour ça que vous trouvez toujours des nouveautés chez eux, et on a trouvé ce concept vraiment sympa. Pour voir tous les packs disponibles, allez sur packpromo.sketch-design.ma, le lien est en description. Et donc, tu quittes S2M à 29 ans. Et comment ça se passe? Quelle est la première entreprise que tu lances? Parce que je sais que HPS, c'est un peu plus tard, je pense. Voilà. Donc, comment ça se passe à ce moment-là? En 92, on crée avec Samir Khallouqi High-Tech Informatique, donc HTI. Et donc, c'est là où on se dit, on va faire on va essayer de créer une entreprise, de vendre du digital. Bon, à l'époque, on ne l'appelait pas de digital, de vendre de l'informatique. Et donc, on a eu l'idée de commercialiser au Maroc le produit de Steve Jobs que tu connais certainement, le Next, le cube noir Next, qui était une machine juste formidable. Alors, on en parlait avant le podcast, que je te disais que ce qui est marrant, c'est que je sais que Next, c'est le projet que Steve Jobs lance, je crois, après être parti d'Apple, mais avant de revenir. Voilà. Et à ce moment-là, il lance une entreprise qui s'appelle Next et qui commercialise des ordinateurs. Tu connais mieux que moi le sujet, mais très, très, très poussé, en gros. Ouais, c'était vraiment c'était la Rolls. C'était la Rolls, la Porsche et le Hummer en même combiné temps. Voilà. de l'informatique. Voilà. Donc hyper robuste, hyper rapide, hyper joli. Et vous, votre projet autour de ça, c'est c'était de se dire, on va vendre ces machines au Maroc. Okay. Et on était jeunes et naïfs. Et donc, on s'est planté en long, en large et en travers. Et en fait, ça ne correspondait pas du tout aux besoins Et les gens venaient, et on allait faire des démos, on présentait la machine, tout le monde était scotché devant les fonctionnalités. Et c'était cher en plus, je pense, à l'époque. C'était cher, mais les équivalents en dessous,
c'était à l'époque les stations Sun, si tu te rappelles. En fait, c'était les grosses stations, c'est de gros écrans qu'on faisait pour de la conception assistée par ordinateur, donc ce genre de choses. Et cette machine, d'ailleurs, on en a encore 2 au bureau. Je ne sais pas si on peut les réallumer encore, mais c'était vraiment très, 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 très belle machine. Et à côté, donc c'était en 92, 93, à l'époque, il y a eu, c'était la douane qui avait ouvert un gros projet de digitalisation, d'éliminer le papier entre les transitaires et la douane. Et donc les transitaires devaient saisir tout leur bordereau, toute la paperasserie devait passer par de la saisie par ordinateur. Et donc il fallait connecter ces ordinateurs au mainframe de la douane. Et donc, à l'époque, il fallait mettre des cartes de communication, des grosses cartes de communication. Aujourd'hui, quand on veut communiquer, on allume le Bluetooth ou le Wi-Fi, on se connecte sur le téléphone et puis ça va tout seul. À l'époque, il fallait mettre de l'électronique dans le PC. Donc, il fallait ouvrir le PC, ouvrir le châssis. Pour récupérer l'info ? Non, pour mettre une carte physique dans le PC, donc sur la carte mère. Et puis, à l'époque, c'était... les jumpers, donc il fallait jouer avec des connecteurs sur la carte. Enfin, c'était plus compliqué que le papier. Mais une fois que ça marchait, c'était très bien. Et donc à l'époque, c'était le début, je ne sais pas si tu te rappelles, du réseau X25. Donc on parlait d'un réseau X25 au Maroc, c'était de la commutation de paquets à l'époque. Et donc on a eu cette partie-là qui faisait la partie alimentaire de high-tech informatique. Et puis, on faisait des petites... Ok. Et donc, à ce moment-là, tu crées l'entreprise avec Samir. Et en fait, vous testez plusieurs choses. Donc, vous essayez de commencer les ordinateurs Next. En même temps, vous avez ce gros projet quand même en parallèle. À ce moment-là, vous êtes toujours 2. On est toujours 2. Mais dans une mentalité donc start-up, c'est-à-dire tester des choses. Voilà. Alors, c'est start-up, oui. En même temps, je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais à l'époque, aller voir des investisseurs ou là, des banques et leur dire voilà, je suis une start-up et je fais de la techno. Il n'y avait pas le venture capital, quoi. Il n'y avait rien. Et donc, la seule façon de pouvoir continuer et la seule façon de pouvoir se financer, c'était de vendre. Et donc, dans notre ADN, la fonction vente, elle va avec la fonction respiration. Donc c'est absolument lié. Et donc, on a toujours eu cette capacité à vendre. Alors aujourd'hui, on parle de MVP, de Minimum Viable Product. C'est très formalisé. Nous, en fait, à l'époque, on faisait tout ça sans qu'il y ait la théorie derrière. Et donc, dès qu'on avait à faire quelque chose, on faisait des choses simples, rapides, vendables tout de suite, scalable par la suite, mais c'est ça en fait tout ce qui a fait que l'entreprise a pu démarrer, a pu faire des choses somme toute très intéressantes, avec beaucoup d'impact, avec 0 financement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'HPS a démarré avec 0 dirham. Comment vous avez fait avec aucun financement? C'est quand même des sujets techniques. Oui, donc on a eu la chance d'avoir des partenaires. Donc aujourd'hui, on a eu, à l'époque, il y avait Serinfor, qui était le représentant de HP au Maroc, qui nous a prêté un serveur. Il y avait Municis qui nous a prêté un GAB. Il y avait Oracle qui ne nous a pas demandé de payer la licence, donc ils nous ont donné une licence gratuite pour démarrer. Donc on a démarré en mode en vase clos avec tous les acteurs. Et après, il fallait vendre rapidement et il fallait vendre tout de suite. Il fallait vendre vraiment tout de suite. Ouais. Et on a eu la chance d'avoir la confiance justement de ces gens. Ok. Et comment ensuite vous revenez au paiement? Parce que donc au bout de 2-3 ans, vous revenez au paiement en créant enfin vous, je sais pas si Samir, ton associé était aussi dans le paiement. En tout cas, toi tu reviens dans le paiement. Comment ça se passe? Alors entre-temps, il y a eu encore une autre histoire. Donc entre-temps, on a créé avec des copains du lycée une autre entreprise qui s'appelait Maroc Connect, donc qui était exclusivement dans les télécoms, et qui a été revendu à Wana à un moment. Donc nous, on a donc quand alors à High Tech Informatique, Maroc Connect. Et alors en parallèle, vous lancez avec Samir et d'autres associés. Avec Samir et d'autres associés, on lance Maroc. En fait, Maroc Connect a été lancé par Abslam et des copains. Puis après, Samir est venu. Et puis
entre-temps, c'est Mohamed Idriss, donc, qui était encore à S2M, en ont eu marre d'S2M, ont décidé, peut-être on va dire qu'ils ont décidé de quitter S2M, et donc un jour on s'appelle, ils me disent voilà, Sam, on a décidé de quitter, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut... On a ce projet en tête. Et là, ils quittent pour lancer un projet, en sachant qu'ils... Voilà, et donc ce projet-là, moi je l'avais aussi en gestation, et donc je me dis, mais ça serait génial si on pouvait faire ça ensemble. Donc on se voit vraiment... Et là, vous dites, ok, c'est-à-dire que chacun de votre côté, vous avez en fait intuitivement réfléchi à ce que vous pourriez faire de mieux, de différent par rapport à ce que vous avez vu. Exactement. Et donc il y a une vision commune qui se crée, ou enfin, comment ça se passe? Alors, la vision, elle a été commune depuis le premier jour, et chacun, en fait, dans son petit coin, rêvait d'avoir dans son groupe ce que chacun pouvait apporter. Et donc, c'était vraiment la solution à l'équation à 4 variables. Et donc, moi, j'étais... C'était quoi les 4... Les 4 variables. Donc, moi, j'étais le TECOS. Donc, ça, j'étais... Mais le TECOS et le sales, du coup non, à plutôt l'époque, que le TECOS donc, chez S2M, j'étais TECOS et chaise, mais c'était... Enfin, après, dans le début d'un projet, tout le monde fait un peu tout, mais je veux dire, voilà, mais c'était plutôt TECOS. Plutôt TECOS. Donc, j'étais en cuisine, on va dire. Ok. À l'époque, Mohamed était le vendeur, puisqu'il avait un aura, et puis il connaissait très, très bien le métier. Driss, alors dans le métier où on est, le réglementaire est extrêmement important. Ouais, j'imagine. Ouais. Et donc Driss était le patron du réglementaire. D'accord. Il connaissait les règles de Visa, Mastercard, etc. Sur le bout des doigts, il en connaissait les impacts. Et Samir est quelqu'un d'extrêmement organisé. Et donc Samir, c'était les méthodes. Donc c'est lui qui disait, voilà, on va développer comme ça, on va faire ci, on va faire ça, on va tester comme ci. Les process, l'organisation, ok. Et donc à 4, on avait couvert tout ce dont on avait besoin. Et en même temps, on a eu la chance de ne pas avoir un financier avec nous, parce que sinon, on aurait fermé après 6 mois. Pourquoi ? Parce que le risque était juste non évalué. La profondeur de la trésorerie, en fait, on naviguait à vue. On était vraiment... on avait une passion folle qui a fait qu'on a pu passer toutes les difficultés sans aucun... C'est ce qui... Enfin, la première chose à laquelle je pense, c'est que, en fait, je vous imagine donc à 4 vous retrouvez, sauf que là, l'étape 1, c'est créer une entreprise dans le paiement. Oui. Donc, je veux dire, c'est une montagne. Donc, je veux dire, dans les faits, comment vous commencez, en fait ? Vous travaillez directement sur un premier produit, donc vous prenez un bout du paiement, tu me disais tout à l'heure, les guichets, et vous vous dites comment on le refait ? Enfin, je veux dire, ça me semble hyper difficile, en fait. En fait, moi, je crois beaucoup à un proverbe français qui dit « à cœur vaillant, rien n'est impossible ». Et c'est vraiment quelque chose qui a toujours accompagné ma vie et ma réflexion et tout ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Quand la passion y est, je pense que vraiment, il faut vraiment se planter, quoi. Et donc, quand on a décidé de créer HPS, le premier soir, on s'est mis sur le papier, sur les fameux Next d'ailleurs, et on a commencé à dessiner le produit qu'on allait mettre en place. Ok. Et donc, très très vite, on a commencé à faire les specs. Et très très vite, on a compris qu'il ne fallait pas finir les specs pour commencer les développements. On a commencé les développements et en même temps, on s'ajustait. Et c'est Mohamed a une phrase qui nous a accompagnés depuis le premier jour, qui dit les amis, عندكم تبداو تتساليو. Et aujourd'hui, quand on regarde ce que font beaucoup de gens, c'est qu'en fait, ils rentrent dans des projets, ils font toutes les études possibles et imaginables, et une fois qu'ils sont sûrs que ça va marcher, ils démarrent, à part que quand on a fini un débat, les hypothèses changent. Et donc, c'est vraiment cette agilité, c'est quelque chose qu'on a toujours eu. Et l'action toujours d'abord. très. Exactement. Et on a eu une chance terrible à l'époque. Alors, si tu t'en rappelles pas parce que tu es trop jeune, à l'époque, les cartes, il y avait les pistes derrière, d'accord ? Et à l'époque, on appelait donc la piste 3. Et cette piste 3, en fait, c'était une piste qui était réinscriptible. C'est-à-dire que quand on allait sur le guichet automatique, vous mettez votre carte, je dis n'importe quoi, tu prends 500 dirhams. Okay. En fait, le GAB, le guichet automatique, écrivait sur cette piste la transaction. Et donc, quand on revenait sur le GAB d'à côté, en fait, ce GAB d'à côté lisait ce qu'il y avait sur la piste pour pouvoir... En fait, il n'y avait pas de mémoire dans le GAB. Il n'y avait pas de mémoire dans le GAB, exactement. Ok. Et donc,
c'était l'évolution faisant son travail. Les card readers ou les card writers sont devenus accessibles. Et du coup, les fraudeurs, ils mettaient la carte dans le GAB. Enfin, ils mettaient la carte dans le reader. Ils lisaient la carte vierge, donc 0 dirham. Ils mettaient la carte dans le GAB, ils récupéraient 500 balles. Ils la remettaient dans le card reader, ils lui disaient tu remets à 0. Et donc, il y a eu un phénomène de fraude à l'époque. Ok. Et donc, les GAB... Et c'était nos limites, ça, en fait. C'était la limite du GAB. Et donc, il y avait des gens qui restaient sur le... C'était vraiment les gens allaient au casino. Enfin, les gens... Les fraudeurs. Les fraudeurs. Et donc, quand ils se sont fait choper, évidemment, ils ont remboursé ce qu'ils pouvaient, mais le reste, ils l'ont remboursé en prison. Et donc, il y a eu un rush pour rendre les GAB, ce qu'on dit, online. Donc, pour que les GAB, en fait, se connectent à un serveur et qu'on puisse, en fait, avoir une mémoire centralisée et que tous les GAB... Et donc, ça a été... Et donc, ça, c'était une nouvelle techno. C'était quelque chose qui était un peu dans l'air. Qui existait dans certains pays, mais pas qui au Maroc. n'était pas encore fait. Qui n'était pas encore fait. Et vous avez dit, nous, notre premier outil, ça va être ça. On va rentrer dans ça. Et donc, on a eu 2 premiers clients au Maroc pour ça. Comme c'était la partie la plus simple à faire. Et ça, le produit, c'est un logiciel, c'est le logiciel du GAB. C'est ça, en fait, que vous vendez? Alors, sur ce point-là, il y a les GAB ont généralement, à l'époque, les GAB, c'était encore que de l'électronique. Donc, il y a très peu d'intelligence dans le GAB. Et tout était sur le serveur. Donc, c'est le GAB se connecte au serveur. D'accord, donc c'est toute cette partie-là, que ça se connecte au serveur, que ça fasse les bonnes opérations, etc. Voilà. Ok. Et donc, on a eu des clients au Maroc comme ça. Donc, ça a été une belle bouffée d'air frais. Et comment vous réussissez à avoir votre premier client? En fait, on a eu la chance d'être connus à l'époque. Donc, moi, j'avais déjà fait un peu de route, on va dire, au Maroc et à l'étranger. C'est Mohamed un peu plus, Delis un peu plus. Et donc, à 3, on avait cette capacité de rassurer et de construire un niveau de confiance. Et de pouvoir rencontrer les bonnes personnes, et de pouvoir etc. rencontrer les bonnes personnes, exactement. Et là, j'avais vu que le premier client, c'était Société Générale. Absolument. Voilà, donc déjà un gros client directement. Donc, c'était la SGMB à l'époque, donc la Société Générale du Maroc. D'accord. Et le deuxième client au Maroc, ça a été le CIH. Et puis après, on a pu avoir la confiance... Pardon, la confiance de la plupart des autres banques du Maroc. C'est super intéressant parce que vous avez lancé une start-up technologique sur un sujet ultra ambitieux, mais avant qu'on appelle ça comme ça. Oui. Et donc là, je pense que ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'international, parce qu'on n'a pas fini ce sujet-là. Et donc, c'est après le premier client que vous allez à l'international? Oui. Ou c'est un peu plus tard? Non, c'est pendant le premier client. Okay. Donc, alors qu'on était en pleine livraison de la Société Générale, on a répondu à un appel d'offres au Koweït qu'on a reçu via des connaissances à droite à gauche. Et ça veut dire que déjà, vous aviez prévu de pouvoir répondre à des appels d'offres à l'étranger directement? Absolument. Alors, il y a un point qui est important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans le paiement, il faut être connu et être dans des listes. C'est-à-dire quand une banque va vouloir acheter un logiciel de paiement, elle va demander à Visa, Mastercard, etc. Dites-moi, quels sont les logiciels qui sont certifiés, avec lesquels vous avez déjà travaillé. Et donc, on était très, très vite dans ces listes-là. Et donc, les banques ont la liste des entreprises à consulter. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à répondre. Et donc, on a répondu à cette société, à cette banque koweïtienne. Et on allait les voir, c'est Mohamed et moi. Et puis on a fait notre show. On a essayé de les séduire comme on pouvait. Et ils ont été vraiment ravis. Et à la fin, ils nous disent, messieurs, on est vraiment désolés. Enfin, c'est super ce que vous nous dites, mais jamais on pourra aller voir notre conseil d'administration et leur dire qu'on va travailler avec une boîte marocaine où il y a 4-5 personnes, alors que votre concurrent, je me rappelle à l'époque, c'était une entreprise anglaise qui s'appelait Logica, qui a été rachetée par Steria, qui a été rachetée par CGI aujourd'hui. Ils l'ont ressorti pour le vendre à CGI, et qui avait à l'époque 60 personnes permanentes au niveau du Moyen-Orient.
Ah, au niveau du Moyen-Orient, donc c'est-à-dire que c'était anglais, mais ils avaient en plus un bureau là-bas et ils servaient les clients là-bas. C'était non. Ouais. Et on a perdu. Et on était très très triste parce qu'on avait mis toute notre énergie et surtout tous nos sous. Parce qu'il fallait y aller. Et à l'époque... c'est un investissement, bien sûr. Et puis, 2-3 mois après, les mêmes Koweïtiens nous rappellent. Et je me rappelle, la question, c'est est-ce que vous êtes toujours vivant? On a dit oui. Et il me dit, est-ce que vous êtes toujours intéressé? Oui. Et est-ce que vous pouvez venir nous voir? On sort du bureau et on vient. Et c'est passé quoi? Ils se sont plantés les premiers En fait, c'était un vrai sujet d'arrogance. Et c'est là qu'on a compris que très très vite, la chaleur de la relation était très importante, le respect du client était très important, et l'écoute du client était très importante. Ce qu'on dit chez nous, HPS, en fait, Dieu nous a donné 2 oreilles, et une seule bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on parle. Et ça, c'est très important. Il faut écouter le client, et il faut surtout, même si on peut ne pas être d'accord, même si on peut aller beaucoup plus vite, je pense que l'écoute du client est très importante. Et donc, ce Logica s'est planté, certainement pas sur la partie technologique, mais sur l'approche, sur la partie humaine. La partie humaine, okay. Sur une région où c'est certainement plus important que tout le reste. Et donc, on nous a demandé de prendre en charge ce projet. On est arrivé avec des solutions hyper flexibles, et d'ailleurs, sur ce projet-là, il y a certaines techniques, certaines logiques qui sont encore aujourd'hui dans le logiciel. Et donc, j'ai passé 9 mois au Koweït pour livrer ce premier client à l'international, et qui est resté notre client jusqu'à il y a quelques mois. Il tourne encore. Donc la boîte, cette banque s'est fait racheter par une autre banque. Et donc, elle s'est fait racheter 2 fois avant. Ils ont gardé leur indépendance par rapport au paiement. Okay. Et là, donc, ils se font racheter par un grand acteur de la région. Et c'était la banque nationale, c'était Kuwait National Bank? Non. C'était Bank of Kuwait and Middle East, qui est devenu un autre nom, qui est devenu Ahli United, et là, qui est passé chez KFH, donc Kuwait Finance House. Et donc là, ils intègrent cette technologie, enfin la partie paiement dans la plateforme. Et donc là, premier client au Koweït, vous le faites toujours à distance, j'imagine, mais avec des allers-retours, etc. Ouais. Et là, directement, sur ces premiers mois, années ensuite, vous continuez à développer l'international ou c'est un premier client? Premier client, on n'a pas encore fini de le livrer, qu'on en a un deuxième au Koweït. Okay. On n'a pas encore fini qu'on en a un à Dubaï, aux Émirats. Et très très vite, ça s'emballe. Et donc là, très très vite, il faut qu'on se structure. Très très vite, il faut qu'on ait un financier. On se structure, donc on recrute. On recrute. Et ce qu'on a fait, donc on a inventé des modèles d'intéressement maison. Donc on a recruté un deuxième rang de partenaires. Donc on a ouvert le capital à d'autres personnes, à 4 autres personnes, donc qui ont pris à l'époque. Donc chacun d'entre nous a donné une part égale aux nouveaux entrants. Et tu dis réinventer parce que vous vouliez donner des stock options? Parce que les stock options, déjà, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, et surtout que c'est malheureusement toujours pas possible au Maroc. Et donc vous les avez recrutés en donnant directement des... En donnant à un prix très intéressant des shares de l'entreprise. Et donc on s'est retrouvés à 8 dans le tour de table. Et encore une fois, chacun de ces 4 nouveaux entrants est venu avec son petit background et surtout sa compétence. Donc on a eu un monsieur qui était le roi du GAB, comme on l'appelait, qui connaissait le guichet automatique comme personne. Une autre qui connaissait tous les sujets de crédit instantané et autres. On avait un garçon aussi qui était excellent dans la partie gestion de projet, gestion d'équipe, et un dernier qui connaissait la réglementation et le Maroc en particulier de manière extrêmement forte. Et donc à 8, on a pu recruter beaucoup plus, on a pu s'agrandir, on a pu aussi avoir des équipes dans les différents pays en même temps.
Et très très vite, on a pu avoir des clients en Afrique, on a eu des clients en Europe. Enfin, c'était vraiment le Et ça, boom. on est toujours sur les 5 premières années. Sur les 5 premières années. Jusqu'à l'an 2000. Et c'était quoi, avant de passer peut-être à l'étape d'après, c'était quoi les grandes difficultés que vous avez eues à ce moment-là, sur les 3, 4, 5 premières années? Et en fait, c'était vraiment gérer la croissance. C'est un bon problème. C'est un problème de riches. Moi, je dis, il y a les problèmes de pauvres et les problèmes de riches. C'est un bon problème. Il vaut mieux avoir des problèmes de riches parce qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir... donc, on a eu la chance de ne pas avoir besoin de financiers. Donc, les banques nous suivaient sans forcément prendre de risques avec nous. On avait le cash flow qui allait bien. On avait des carnets de commandes qui étaient pleins. Donc, tout allait bien. Par contre, on avait des clients qui étaient de plus en plus exigeants. Il fallait livrer beaucoup plus vite. Il fallait faire face au turnover. Donc, il y a les employés ou les collaborateurs qui partaient alors qu'on était en plein milieu d'un projet important. Donc, c'est des problèmes de croissance qui auraient pu être dangereux, qui auraient pu être fatals. Mais étant donné que les 8 dirigeants étaient là, et comme on dit en marocain, Waqfin ala shughlhom, il y avait quand même une base, une structure qui permettait de faire face aux turbulences et aux différentes tensions. Et ce qui est intéressant, c'est que entre les premiers 4 fondateurs et les 8, il y a toujours eu une confiance, au-delà de la confiance par rapport au sujet financier, etc. C'est vraiment la confiance dans la capacité à faire. Quand on avait quelqu'un, on disait... Personne n'a besoin d'aller regarder ce que tu fais si ce n'est pas ton périmètre. Voilà, en fait, on savait que ça allait être fait, et bien, et que derrière, il n'y avait aucun sujet pour que ça puisse s'intégrer avec ce que l'autre... Il y avait beaucoup de connivence, beaucoup de... Comment dire de proximité entre les gens, de complicité entre les gens pour que ça soit très très fluide. Ok. Très intéressant. Donc là, vous continuez à développer la boîte. On passe l'an 2000. Bon, je pense que dans le secteur du paiement, la bulle Internet, etc., c'était pas un sujet pour vous. Je pense que vous avez continué à avoir de la croissance. Oui. Parce que de toute façon, vous êtes technologique, mais vos clients, c'est des banques, des grandes institutions. Alors, donc il n'y a pas de sujet. On est dans une industrie aussi qui est particulière parce que quand ça va bien, les gens achètent et donc il y a du paiement. Et quand ça va mal, en fait, les gens achètent beaucoup plus souvent, mais avec moins de valeur. C'est-à-dire aujourd'hui, quand ça va bien, les gens vont acheter pour 1000, 2000. Quand ça va mal, les gens vont acheter 100 fois, mais pour 10. D'accord. Et donc, c'est un peu, je sais pas, triste, mais on est résilient par rapport à ces sujets-là. Ouais. Et donc, quand ça va mal, ça va pas forcément aussi mal pour le paiement. En tout cas, dans notre modèle d'affaires, où en fait, on ne se rémunère pas sur les volumes, sur les montants, mais plutôt sur le nombre de transactions. C'est sur ces sujets-là et c'est comme ça qu'on arrive à passer toutes les turbulences. D'accord. On reviendra sur le business model parce que j'ai justement envie de comprendre votre business model et comment il a évolué, parce que maintenant vous avez allé beaucoup plus vers du SaaS et c'était pas le cas au début, donc on y reviendra. Mais donc on passe l'an 2000. Début 2000, 2002, 2003, vous faites rentrer un fonds d'investissement. Ce qui est marrant, c'est que là, depuis le début de la discussion, tu m'as dit 1 ou 2 fois, au début, on a eu la chance de ne pas avoir de fonds d'investissement. Oui. Donc là, pourquoi vous faites entrer un fonds d'investissement? Dans quel contexte? Qu'est-ce qui se passe? On n'en avait vraiment pas besoin d'un point de vue financier. On était super à l'aise, plein de cash. Ça allait bien, on avait le financier qui allait bien. Par contre, quand on arrivait toujours à l'international, on avait du mal à pouvoir avoir la crédibilité ou la confiance d'un certain nombre de donneurs d'ordre ou de clients, parce qu'en face de nous, on avait des gens qui étaient backés par des grands fonds d'investissement américains ou européens, et donc il y avait ce sujet de crédibilité. Et c'était un sujet d'image ou c'était parce que ça leur permettait d'avoir certaines choses que vous aviez... C'était un sujet d'image. Okay. Et certainement autre chose quand on a affaire aujourd'hui à des concurrents qui sont backés par des BlackRock ou par des... Ouais. C'est toujours plus facile parce qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ouais. Et donc là, on a eu vraiment beaucoup de chance d'avoir des investisseurs
parce qu'au-delà du cash qu'ils ont ramené, qui nous a permis d'ouvrir le premier bureau à l'international, c'est beaucoup plus la nouvelle gouvernance. Et donc, on est passé de l'entreprise start-up presque faite par des copains à une entreprise très structurée, avec un reporting hyper précis, avec une rigueur au niveau de l'engagement. On a commencé à regarder le risque avec un œil beaucoup plus fin. Et donc, ça nous a permis vraiment de bien nous structurer. Avec des boards, avec etc. Un board, avec vraiment des boards qui n'étaient plus... en fait, on arrivait avec des objectifs. Je me rappelle très bien, après quelques mois, on s'est dit, tiens, je n'oublierai jamais. Donc, alors qu'en fait, avant, on allait super bien, ça, tout se passait très bien. Ouais, mais là, il y avait plus de codes, plus de règles. Code, et c'est très bien parce que ça nous a permis de nous scaler et surtout, très rapidement de rentrer en bourse. Et donc, la sortie des investisseurs. Et donc, il y a eu 2 fonds. Et le premier, on était très fiers d'avoir pu attirer l'investissement de la Caisse de dépôt et de consignation du Québec. Donc, c'était la CDPQ avec la CDG d'un côté et Upline de l'autre. Et donc, ils sont rentrés, on a fait une augmentation de capital, ils ont pris 25%. Et donc là, en 2003, donc vous faites une levée... Je crois que c'était en 2002 pour sortir en 2006. Une levée de fonds sur une boîte tech avec un fonds canadien. Voilà. Ça n'existait pas, non? C'était le premier, C'était le premier en Afrique pour eux. Et ils étaient ravis de ressortir en faisant un multiple extrêmement intéressant. À l'entrée en bourse. À l'entrée en bourse en 2006. Et donc, c'était en 2002 que les fonds rentrent. Vous rentrez en bourse en 2006. Seulement 3-4 ans plus tard. Donc, ça veut dire que vous commencez très vite à préparer, en fait. Ouais. Pourquoi aussi vite pourquoi rentrer en bourse et pourquoi aussi vite après que les fonds soient rentrés? Rentrer en bourse parce que très vite, on s'est rendu compte que c'était bien de montrer qu'on avait des investisseurs, mais que si en plus on avait la transparence qu'on peut avoir quand on est en bourse par rapport à des clients, à des prospects, c'était quand même un peu plus... D'accord. C'est rassurant en fait pour les clients. C'est beaucoup plus rassurant pour les clients. Et là encore, on est rentré dans un segment de clients où en fait tous nos concurrents étaient déjà listés un peu partout dans le monde. Et cotés en bourse, d'accord. Voilà. Donc c'était vraiment... Tout ce qu'on a fait a toujours été regardé par rapport à un angle industriel. Comment on peut faire en sorte que cette entreprise puisse croître? Quels sont les outils qu'on va pouvoir se mettre? Qu'est-ce qu'on va se mettre comme moyen? C'était au début, on va renforcer le tour de table. Et ce n'était pas parce qu'il y avait un risque ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on voulait avoir beaucoup plus de force pour pouvoir avancer. Les investisseurs, c'était pour pouvoir accéder à un segment de clientèle. La bourse, pareil. Toujours un axe commercial et industriel. Je préfère dire vraiment industriel parce que dans le sens de l'industrie, c'est la force, c'est la résistance, c'est pouvoir vraiment avancer de manière beaucoup plus lourde sans reculer. C'est vraiment ça le sens de tout ce qu'on fait. Okay. Et encore aujourd'hui, quand on ouvre des bureaux un peu partout, enfin pas un peu partout, mais là où il faut, c'est vraiment cette approche industrielle qui prime. Ok. Et une fois que vous faites rentrer les fonds, et je pense avant de rentrer en bourse, vous créez des bureaux aussi à l'étranger, je crois. À Dubaï et en France. C'était quelque chose qui était voulu justement. Alors, donc, suite à l'histoire du Koweït, on a eu des clients en Arabie Saoudite, à Qatar, à Bahreïn, et en fait, ça. Et nos clients nous disaient, messieurs et mesdames, à l'époque, ça serait bien quand même que vous puissiez être à 2 pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut vous voir, il faut qu'on prenne rendez-vous, il faut que vous veniez. À l'époque, c'était pas simple. À l'époque, il n'y avait que Golfer qui faisait le Moyen-Orient et l'Arabie. Et donc, on a décidé d'ouvrir à Dubaï. Quand Dubaï, il y avait quasiment rien. Donc, premier bureau à l'étranger, Dubaï, bureau en 2003. Donc on a mis une équipe sur place à Dubaï Internet City qui n'existait pas encore. Et donc on a eu des bureaux sur plan et très très vite on a mis une petite équipe sur place. Et là, ça a été quasiment l'avalanche de clients. De demandes. De demandes.
Avant de parler sur cette partie de créer des bureaux aussi à l'étranger, c'est quelque chose qui était nouveau pour vous et que vous avez fait ensuite plusieurs fois. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous partez plutôt avec des équipes que vous avez déjà ou vous recrutez sur place? Qu'est-ce que vous avez appris dans le process pour partir du Maroc et créer des bureaux à l'étranger? Alors, le sens de ces créations de bureaux, c'est vraiment la proximité, mais pas que la proximité géographique. Il y a la proximité géographique, la proximité culturelle. Il y a le fait de pouvoir comprendre ce qui n'est pas dit. C'est ça vraiment le sens de ces expansions que nous faisons. Comprendre ce qui n'est pas dit, c'est-à-dire... Ça veut dire la proximité culturelle. Ça veut dire que comprendre vraiment l'humain et ne pas avoir juste une communication. Et ça vient du premier projet qu'on a eu à l'étranger. Quand je te disais, tout à l'heure que nos amis anglais s'étaient plantés parce qu'ils n'avaient pas pu sentir ce qui n'est pas forcément dit. Et ça fait partie de l'ADN d'HPS d'être très proche de ses clients sous toutes ses formes. Donc c'est vraiment très important. Et ça peut être contraire. On peut se dire, tiens, on est dans la techno, tout se voit, tout. Non, derrière la technologie, il y a de l'humain. Et les techos, généralement, ne sont pas des grands communicants. Et donc, il faut savoir capturer, il faut savoir saisir ce qui n'est pas forcément dit. Et ça fait partie, c'est bien évidemment pas l'essentiel, mais ça fait la différence quand on a déjà l'essentiel. Et donc, c'est ça ce qui vient derrière. Alors, pourquoi je te dis ça? C'est que quand on décide d'ouvrir des bureaux, on essaye de se diversifier. Donc, la diversité est une valeur importante pour HPS. On envoie on demande à certains de nos collaborateurs de Casa d'y aller. Maintenant, on demande à des collaborateurs d'autres bureaux d'y aller quand on ouvre d'eux. C'est beaucoup plus pour une accélération, une acculturation de la technologie, de ce qu'on vend. Par contre, à chaque fois, on s'assure d'avoir de la proximité culturelle, de la proximité géographique avec, je prends aujourd'hui HPS, je pense que c'est en 32 et 35 nationalités différentes sur les 1500 personnes que nous avons. Et là, vous êtes présent dans combien de... Alors aujourd'hui, on est à Montréal, donc où il y a à peu près 25 personnes avec 4-5 nationalités. Il y a 3 ou 4 personnes de Casa qui sont allées là-bas pour monter et pour structurer l'équipe technique. On est bien évidemment à Casablanca. On doit être 800 ou 900 personnes. On a des bureaux à Paris. C'est une antenne commerciale où il y a 3-4 personnes. On a à peu près 150 personnes à Aix-en-Provence. On a 4-5 personnes à Cape Town, en Afrique du Sud. On a 150 personnes à l'île Maurice. On a une 60aine de personnes à Dubaï. On a une 20aine de personnes à Pune, en Inde. On a une 40aine de personnes à Singapour. Et on va avoir, Inch'Allah, en juin, une 15aine de personnes à Sydney. Et avec la dernière acquisition du groupe, on a une 100aine de personnes à Dublin. On a une 30aine à Amman, une 20aine à Bangalore et une 20aine ou une 30aine à Perth. Incroyable, ça fait beaucoup de pays. Ça fait beaucoup de pays, ça devient, je ne dirais pas compliqué ni complexe, mais ça devient lourd à gérer. Et là, le secret ou le magic sauce, comme on dit, c'est de donner le maximum d'autonomie à toutes ces équipes. Et ce qui est important, c'est que la manière dont on est structuré, elle est vraiment déjà une organisation flat, avec le maximum d'autonomie à tous ces sujets. Les choses qui sont centralisées sont évidemment les plus sensibles. C'est la gestion du produit. Et donc aujourd'hui, le produit est centralisé entre Casa et Aix-en-Provence, où nous avons les équipes qui conçoivent le produit. Et sur le côté de réussir à aller dans des pays, à créer ce lien humain, etc., vous avez réussi à le faire même dans des cultures très différentes, puisque peut-être dans le Moyen-Orient, les cultures sont plus proches qu'avec le Maroc, la France, il y a quand même un lien, etc. Mais quand vous allez en Asie, par exemple, comment ça se passe? C'est un peu plus difficile, mais c'est pas impossible. Et donc, pour prendre le cas de Singapour, on a aujourd'hui une équipe où il doit y avoir 4-5 nationalités aussi. Il y a des Singapouriens, il y a des Asiatiques de manière générale, Indiens,
Bangladesh, Philippines, etc. Et une fois qu'on a bien compris, qu'on se fait accompagner sur ces sujets-là, ça, c'est un peu difficile au début, mais après... En fait, c'est toujours, quelle que soit la culture, c'est des sujets de confiance. Ouais. Et la confiance peut avoir des facettes différentes, peut avoir des expressions différentes selon les pays. Je prends le cas du Japon. On a eu des projets au Japon où c'est extrêmement difficile de pouvoir avoir la confiance d'un Japonais. Et il faut tout simplement le savoir et travailler pour y arriver. et de s'assurer que les codes utilisés justement pour exprimer cette confiance sont partagés. Et après, on reste des humains. Au bout du compte, c'est un peu plus difficile. Sur l'Asie, alors je digresse par rapport à ce qu'on dit là tout de suite, mais il y a un sujet qui m'a toujours surpris, c'est qu'en Asie du Sud-Est, et en Asie en général, mais j'ai l'impression à Singapour, Singapour c'est quand même très développé, mais même autour de Singapour, en Malaisie, en Indonésie, aux Philippines, etc., ils sont très très développés dans le paiement. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de... Bon, là on fait un petit saut par rapport à ce qu'on disait, mais ils sont très développés dans le paiement, ils ont beaucoup de mobile banking, digital banking, etc. Comment tu expliques ça? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont allés aussi vite dans cette modernisation? Alors, il y a des zones, des zones du monde où les gens sont un peu plus curieux que d'autres. Il y a des zones, je prends le cas de l'Asie du Sud-Est, où la partie technologie, gadget, vient de là. 80% de la production des mobiles arrive de cette partie du monde. Que ce soit les mobiles haut de gamme, moyenne de gamme, ça vient de ce monde-là. Et ce qui s'est passé aussi dans ces zones-là, c'est que très très vite, les industriels se sont emparés, ou ont utilisé, plutôt qu'emparés, ces canaux pour distribuer des services. Je prends le cas on a un client en Indonésie qui s'est réveillé un jour et qui a dit, aujourd'hui à Jakarta, personne ne rentre chez lui pour manger à midi, parce que c'est juste impossible, on peut pas rentrer chez soi à Jakarta à midi, genre, c'est des embouteillages. Et donc il y a, je crois que c'était 100 000 street food, vendeurs de street food, et qui font 30-40 $ de chiffre d'affaires. Comment on peut capturer, comment on peut digitaliser ce flux-là? Et dans ces pays-là, on fait du business, on avance et on régule par la suite. Ouais. Dans d'autres pays, c'est peut-être l'inverse, où en fait, on va mettre de la réglementation qui va être là très très vite pour s'assurer que tout va bien, mais en fait, et qui va empêcher parfois de tester des choses. Exactement. Et donc, dans ces pays-là, on va dire que l'approche pragmatique est peut-être un peu plus forte qu'ailleurs dans le monde. Et la question qui se pose, c'est comment nous, on trouve notre place dans des économies de ce type. Que ça soit Singapour, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines. On a eu des clients aux Philippines très très tôt, parce qu'on est arrivé avec quelque chose de très structuré qui est venu supporter. En fait, ce que tu viens de dire, toutes ces expériences, tous ces cas d'usage qui se font un peu partout, à un moment, il faut quand même mettre de la, entre guillemets, vraie technologie derrière pour que tout ce beau monde interopère, pour qu'on puisse avoir de la réconciliation, pour s'assurer que quand ça augmente, quand il y a du flux, qu'il n'y ait pas de fuite. Et c'est ça ce qu'on vend, nous, derrière. C'est cette technologie que personne ne voit, qui s'assure que tout marche bien. Ok. Si on reprend le fil, on parlait tout à l'heure d'HPS aujourd'hui, avec toute la chaîne de valeur du paiement, du guichet automatique jusqu'à la carte bleue, jusqu'à le financement, etc. Et tout ce qui marche derrière. C'est quoi les grandes étapes en termes de produits que vous avez eus jusqu'à aujourd'hui? Alors, au-delà des fonctionnalités ou des cas d'usage, les grandes étapes du produit ont suivi les grandes étapes des architectures logicielles. Donc, je vais peut-être commencer par aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de cloud, on parle d'élasticité,
on parle de microservices, on parle de database agnostique. Donc tous ces sujets-là, aujourd'hui, quand on veut avoir un produit qui est moderne, je prends le cas du paiement par exemple, en fin d'année, ou l'Aïd Kbir au Maroc, ou la Noël là où il est fêté, en fait on fait des milliards de transactions. Par contre, le soir de Noël, il n'y a pas de volume. Et l'Aïd Kbir, 2 jours avant, tout le monde paye dans tous les sens. Et par contre, là, l'Aïd Kbir, il n'y a rien. Et donc aujourd'hui, dans des architectures conventionnelles, pour pouvoir supporter le volume d'Iyal l'Aïd Kbir et de l'Aïd Noël, en fait, il faut acheter des machines qui vont supporter les milliards de transactions. Par contre, le soir, la machine, elle ne fait rien. Par contre, on l'a payé. Et donc, aujourd'hui, les architectures modernes, qui utilisent le cloud, et qui sont cloud natives, j'ai parlé tout à l'heure d'élasticité, vont en fait se déployer de manière dynamique selon le besoin. Et donc, on est beaucoup plus dans des logiques de pay-per-use. Donc, en fait, on va payer ce qu'on va utiliser. Il y a quelqu'un, généralement les clouders ou les hyperscalers, comme on les appelle aujourd'hui, qui aura investi... C'est quoi les hyperscalers ? C'est AWS, c'est Microsoft, c'est Google. Et donc, ces gens-là ont les moyens de pouvoir investir, ont mis de la technologie qui va permettre à un client de venir se déployer de manière dynamique selon sa demande. Selon son besoin. Donc ça, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous vendons aujourd'hui. Mais ça ne vient pas tout seul. Ce qu'il y a dedans, donc toute la partie fonctionnelle, elle est arrivée de la version d'avant, qu'on avait du logiciel, qui était, elle, donc on parlait d'Internet, on parle de web, on parle de Java, donc c'est sur ce sujet-là. Avant, si tu te rappelles, on parlait de client-serveur. Avant, on avait le Unix. Donc, c'est ces grands... Donc, ça part de la technologie, en fait. Chaque contexte a une... C'est vraiment là où il y a beaucoup d'investissements, au-delà de la partie purement fonctionnelle. Donc, la partie purement fonctionnelle... Tout à l'heure, je te disais qu'il y a le payeur et le payé. Donc, la banque d'un côté, mais de l'autre côté, il y a ce commerçant, mais derrière ce commerçant, il y a une banque, donc il y a toute une communauté, il y a toute une série d'acteurs dans le paiement, et ça devient de plus en plus fragmenté. Et donc nous, on est en mesure de pouvoir offrir de la technologie à chaque acteur. Quand on va aller voir une banque qui va vouloir donner une carte, en fait, avant de donner une carte, il faudrait déjà qu'elle arrive à capturer un client. Donc on va aller l'identifier. Une fois qu'on l'a identifié, on va dire on va lui donner une carte haut de gamme, peut-être une carte hyper sécurisée, moins sécurisée, etc. Après, on va la personnaliser, cette carte. Il faut mettre de l'intelligence dans la puce. Après, il faut lui envoyer. Après, il faut activer. Après, une fois qu'il va vouloir utiliser, il faudra l'authentifier. Après, il faudra le protéger. Après, il faudra le débiter. Après, il faut lui enlever un relevé. Donc, en fait, il y a toute une série de traitements. Mais de l'autre côté, donc le commerçant, il faut aller voir ce commerçant. On ne va pas traiter un hôtel 5 étoiles à Marrakech qui fait je ne sais pas combien de chiffre d'affaires avec l'épicier du coin. Ce n'est pas du tout les mêmes contextes. Donc la sécurité qu'il va y avoir derrière va être différente. Il faut l'équiper de terminaux de paiement. Ce terminal de paiement, quand il va aller demander une autorisation, il faut s'assurer que c'est bien le bon. Donc il y a de la cryptographie dedans. Donc c'est vraiment très très intéressant et c'est surtout très dense et modulaire. Donc on a cette capacité à offrir toute la chaîne de valeur et très peu d'entreprises ont cette offre qui va de bout en bout. Et surtout dans notre regard et dans notre stratégie, on veut pouvoir s'étendre et avoir que l'empreinte de HPH chez nos banques soit beaucoup plus forte et qu'on puisse offrir à chaque fois un module différent dans cette chaîne valeur de paiement. Pas pour simplement être là, c'est que demain après-demain, qu'on ait la capacité de déployer de nouveaux produits de manière beaucoup plus simple. Explicitement, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je te posais la question, quelle est la façon de payer ou quelle est l'expérience que tu as toi en tant qu'utilisateur où en fait tu dis mais c'est génial, que le paiement sur cette expérience il est génial.
C'est quand t'as pas payé. Enfin, c'est quand tu sais pas que t'as payé. C'est un peu l'abonnement tous les mois qui passe. C'est Uber. C'est Uber, ouais. C'est quand tu appuies sur un bouton. En fait, on a commandé un taxi et on paye en même temps. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on appelle en anglais le embedded payment, donc le paiement intégré. D'accord. Où en fait, sans vouloir être pompeux, où on mixe, où on intègre la fonction d'achat avec la fonction de paiement. Et donc, c'est là où, en fait, la valeur d'HPS prend tout son sens. Comment on est capable de pouvoir offrir des expériences utilisateurs qui sont complètement fluides. Et quand on a une technologie qui est sous-jacente, qui est large, et qu'on puisse, de manière transparente, offrir plusieurs rails de paiement, offrir des expériences complètement fluides, c'est là, en fait, où vraiment on crée beaucoup de valeur. Je comprends. D'accord. La question que ça appelle, je trouve, c'est que tu disais, en fait, les fonctionnalités et les grandes évolutions, ça vient des évolutions technologiques. Et donc, à chaque fois, vous avez évolué en fonction de ça. Mais comment tu réussis à continuer à toujours innover, toujours avoir cette mentalité en termes de quand je dis plutôt un vous en termes d'entreprise, à continuer à être agile pour avoir des gros changements comme ça, comme le passage d'une technologie à une autre, et à ne pas être déstabilisé par de nouveaux acteurs, par ceux qui sont natifs de cette nouvelle technologie, comme vous avez été natif d'une nouvelle technologie au début. Comment tu continues à innover ? Alors, là, je vais répondre en plusieurs parties. Donc déjà, il y a un vrai challenge de partager le sens du mot innovation dans l'entreprise. Et c'est très important de s'assurer que le mot innovation veut dire la même chose dans toute l'entreprise. Et chez nous, on a beaucoup de talents extrêmement brillants et en fait qui ont eu du mal à bien saisir le sens innovation au niveau d'HPS. Et souvent, on confond R&D et innovation. Alors moi, à HPS, on a cette façon de voir des choses, de dire la R&D, c'est quand on brûle du cash et qu'on a des idées. Par contre, l'innovation, c'est quand on brûle des idées pour créer du cash. Et c'est là où tout se joue. Alors, c'est-à-dire on brûle des idées. Donc aujourd'hui, on peut avoir des super ingénieurs super brillants qu'on va payer pendant des années et qui vont nous pondre des idées formidables. Ouais. Mais par contre, ces idées, on ne peut rien en faire. Ça, c'est de la R&D. C'est de la R&D, ça veut dire qu'on est Next, on en a parlé tout à l'heure, c'est des super produits qui ne répondent à aucun besoin. C'est la solution à la recherche de son problème. L'innovation, c'est l'inverse. Comment on peut, à partir d'idées qu'on va absolument créer de la valeur pour l'entreprise, pour les clients, pour les collaborateurs, pour les actionnaires. Okay. Comment on va créer cette valeur ? Mais dans tout. C'est-à-dire qu'on va créer de la valeur dans la façon de créer le produit. Oui, donc c'est ça. Donc l'innovation, c'est pas que la technologie, c'est vraiment... il faut embrasser toutes les activités de l'entreprise et mettre de l'innovation. Je disais tout à l'heure, comment on crée le produit, comment on le vend. Et donc, comment on le vend ? Tu as parlé tout à l'heure du business model. Si on applique les mêmes business models d'il y a 20 ans aujourd'hui, c'est pas bon. Ouais, donc il peut y avoir des innovations de business model. Ouais. Il y a des innovations dans la delivery. On parlait tout à l'heure de la proximité. La manière dont on vendait le produit et comment on le délivrait il y a 20 ans et aujourd'hui, elle est différente. Il y a comment on va le maintenir. Est-ce qu'aujourd'hui, on va donner plus d'autonomie aux clients ? Donc, c'est toute la chaîne de valeur, toute la vie de l'entreprise qui doit être gérée avec un œil innovant, avec ce sujet d'innovation. Et quand on n'est pas dans cet esprit-là, on peut commencer à prendre un peu d'âge. Et dans la technologie, c'est généralement fatal. Alors, pour illustrer ça, en termes d'une petite anecdote qui nous est arrivée il y a 2 ou 3 ans, on a un prospect, à l'époque qui était prospect, qui est client. Il est venu nous voir. Et donc, il est venu nous voir à Casa. Et après 24 heures, il me dit, écoute, tu sais qu'on allait ne pas vous considérer dans notre appel d'offres. Je lui dis, ah bon, oui. Mais parce que vous avez déjà 28 ans d'âge. Et 28 ans, c'est déjà trop vieux. Je lui dis, oui. Et pourquoi vous... Il me dit, non, parce que j'étais curieux. Et quand je suis venu, j'ai compris
qu'en fait HPS se recrée à peu près tous les 10 ans. Et c'est vrai que je ne m'en suis jamais rendu compte. Aujourd'hui, on dépense en moyenne 15% de notre chiffre d'affaires dans l'innovation, dans la recherche et développement, dans tous ces sujets-là. Et on se recrée en termes de technologie, en termes de façon de faire. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience que c'était peut-être quelque chose qu'on n'a pas forcément planté. On a été plutôt dans le succès, dans cet effort d'innovation qui pour nous, est vraiment vital. Et il y a eu des moments où il a fallu vraiment se dire, on était sur une autre techno, il faut passer à l'étape d'après, il y a un risque parce qu'on ne sait pas si ça va rencontrer notre marché. Oui. Et vous avez pris des virages comme ça? Bien sûr, on a pris des virages de manière consciente parce qu'on a vu quelque chose arriver. On a eu à faire face à des sujets d'obsolescence parce qu'on n'a pas fait attention, on a fait des mauvais choix technologiques. Et aujourd'hui, l'outillage que nous utilisons, ça s'empile. Donc il y a des couches de ceci, de cela. Et puis des fois, malheureusement, il y en a eu un il y a quelques années où un des composants que nous utilisons, l'éditeur a décidé de ne plus le maintenir. Et du coup, on a commencé à courir dans tous les sens pour pouvoir changer de manière vraiment changer en l'air. Donc on était en plein vol, changer un composant en plein vol. Des fois, ça peut être compliqué, mais ça arrive. Et il faut tout simplement le savoir et être préparé. Ok. Ça fait le lien avec ce dont on parlait tout à l'heure sur les business models. Aujourd'hui, j'ai vu que vous aviez plus de 70% de votre revenu qui était récurrent ou régulier, j'ai vu. D'ailleurs, je suis intéressé de savoir c'est quoi la différence. Mais en tout cas, voilà, 70% de revenus récurrents ou voilà, quasiment récurrents. Et donc, aujourd'hui, vous êtes une entreprise majoritairement de SaaS, en fait, de software as a service. Comment vous avez fait cette transition et pourquoi? Alors, on n'y est pas encore au sens majoritaire, mais on y travaille. Par contre, majoritaire en termes de modèle d'affaires récurrent et régulier. Alors, peut-être une petite explication de récurrent, c'est ce qui est 100% prévisible contractuellement sur plusieurs années. Okay. Et donc, c'est l'abonnement de manière plus terre à terre. Le régulier, c'est en fait le chiffre d'affaires qu'on observe des clients existants. Okay. Et donc, c'est avec un track record avec un client. Et, donc, et on sait à quasi 100% d'assurance on va atterrir. Pourquoi cette partie-là est intéressante? Parce qu'elle va nous donner un regard profond sur le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on devrait finir à peu près à tel chiffre d'affaires d'année en année, parce qu'en fait, on a un backlog. Et ça, c'est extrêmement important, surtout pour une entreprise qui investit beaucoup en R&D et en innovation. Donc aujourd'hui, on sait que cette année-là, on va pouvoir investir tel montant sur de la recherche, sur de l'innovation, sur des changements, et on va investir parce qu'on va récupérer notre investissement dans 2 ans, dans 3 ans. Quand on est dans une entreprise où en fait on est dans du court terme, les décisions stratégiques sont beaucoup plus difficiles. Ça rapporte de la confiance. Ça rapporte de la confiance. Pour pouvoir investir, bien sûr. De la confiance des investisseurs, etc., qui aiment le modèle. Exactement. Et surtout, on a une promesse de valeur pour nos clients. On leur dit que dans 2 ans, voilà ce que vous allez avoir. Dans 3 ans, voilà ce que vous allez avoir. Dans 4 ans. Donc, on a cette profondeur. Et ça ne stoppe pas l'innovation, justement, cette stabilité-là? Au contraire. Elle finance l'innovation de manière certaine. Oui, parce qu'on a des revenus réguliers, donc on la finance. Bien sûr. Et c'est vraiment très important. Et plus cette profondeur est dans le temps, plus nous, on est serein, et plus on peut se dire, tiens, on peut prendre un risque sur ce sujet-là. On sait que sur ce type de technologie, la profondeur est importante parce qu'il faut avoir du souffle sur certains sujets de transformation profonde et sans forcément se retourner vers de l'investisseur qui va venir peut-être imposer son regard, imposer sa vue. On a cette capacité. Donc ça, c'est sur le sujet de profondeur. Le deuxième, c'est la capacité d'anticipation. Et cette capacité d'anticipation que nous avons est importante. Et surtout, elle fait partie de l'ADN d'HPS. Je disais tout à l'heure,
toutes les ruptures qu'il y a eu, que ce soit dans le monde du paiement ou là que ce soit dans le monde de la technologie, on a toujours eu cette capacité à sentir les choses peut-être un peu avant. Là où on a influé fortement, en tout cas dans les géographies où on a une présence forte. Et sur les autres, très très en amont, on a pu prévoir ce qu'il fallait dans le logiciel pour justement profiter de ça. Et ça, c'est dû au fait qu'on a quand même énormément de jeunes talents qui sont issus de belles écoles, mais on a aussi, entre guillemets, de vieux routiers qui ont de la bouteille, voilà, qui sentent les choses. Et c'est la première question qui me vient, c'est donc on a parlé des évolutions de technologie et de business model, etc., et d'anticipation. Et ça fait le lien avec une autre question que je voulais te poser, c'est pour la suite. C'est-à-dire, c'est quoi finalement le prochain grand changement, que ce soit technologique ou de business model? Est-ce qu'on a parlé un peu d'IA au début de la discussion? Est-ce que l'IA, ça n'est qu'un outil, ou est-ce que c'est un changement de paradigme dans le paiement? Est-ce qu'en termes de business model, par exemple dans les SaaS, mais voilà, dans les startups d'aujourd'hui, parfois il y a des entreprises qui passent du SaaS à des modèles un peu différents aujourd'hui qui sont, comment on appelle ça, plus seamless, c'est-à-dire qu'on ne voit même plus le SaaS, mais il y a juste tout qui fonctionne derrière, quoi, en backlog. C'est quoi le prochain changement de paradigme technologique et de business model? Alors, la question est très vaste, je vais répondre en partie là aussi. Donc, premièrement, sur notre business traditionnel, aujourd'hui, on a encore beaucoup à faire. Donc, aujourd'hui, le monde du paiement traditionnel, avec des systèmes qui ont 30 voire 40 ans, c'est encore la grande majorité de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc, quand on va en Amérique du Nord, les grandes banques, et même les petites et les très petites, sont encore sur des systèmes obsolètes. Et c'est vraiment là où nous, on a le plus de valeur. Okay. Il y a aussi des phénomènes mondiaux. Donc, si je prends le cas de l'Afrique ou des Caraïbes, par exemple, où les grandes banques européennes ou les grandes banques canadiennes se retirent et laissent un vide au niveau des technologies de paiement. Et donc, les banques qui sont aujourd'hui, qui reprennent, ont besoin de s'équiper pour pouvoir faire du paiement et faire du paiement digital. Et là aussi, c'est une belle opportunité. On a fait de belles affaires dans ces régions à cause justement de cette opportunité. Et comment, en fait, HPS a transformé ces phénomènes en... Donc, sur la partie purement opportunité traditionnelle, il y a encore énormément de choses. Il y a des choses qui ne sont pas forcément hyper innovantes, mais aujourd'hui, je te pose la question, quand tu vas dans une pompe à essence, tu mets ton plein, je ne sais pas si tu passes à l'électrique ou pas encore, mais tu mets ton plein, ça dure 3-4 minutes, et tu passes 3-4 minutes à payer. Alors qu'en fait, on aurait pu tout à fait imaginer que le bec que tu mets dans ta voiture a un capteur, et on n'en parle plus. Aujourd'hui, quand tu es devant ta télé, que tu vois une pub et que ça te plaît, tu aurais pu appuyer. Et donc, le monde de l'embedded payment ou du paiement seamless il est déjà dans les tuyaux. Et donc, on a énormément de choses à faire dans l'industrie dans laquelle nous sommes, sans forcément venir avec de la disruption. On est vraiment encore... Maintenant, évidemment, on regarde encore un peu plus et on rêve et on affine. Tout à l'heure, tu as parlé des startups qui commencent avec de la technologie et qui en fait, se mettent dans la transaction. Et aujourd'hui, on a du mal à faire la différence entre le monde de la technologie et le monde du paiement. On voit des gens comme Stripe, comme Adyen, comme beaucoup d'autres, où en fait, ce sont des sociétés de technologie qui passent dans le paiement, mais on voit rarement des sociétés de paiement qui passent dans la technologie, mais ces sociétés de paiement viennent chez des gens comme nous. Jusqu'à aujourd'hui, on a toujours été très clair par rapport
à notre vision de choses, en se disant HPS reste et restera une société purement technologique. Bon, au Maroc, on a une petite nuance parce que le switch qui connecte tout ce beau monde est un acteur de la transaction, mais dans tout ce que nous faisons ailleurs dans le monde. Par contre, ce qu'on voit, c'est cette fragmentation du paiement. Donc avant, on n'avait que des banques. Maintenant, on a des banques, on a des fintechs. Ces fintechs ont aussi des partenaires. Et du coup, notre offre de B2B, puisque c'est ce qu'on a toujours fait, elle est en train de se transformer en du B2B2C pour permettre à ces acteurs fintech qui n'ont pas forcément les muscles pour pouvoir s'offrir toute l'infrastructure réglementaire, toute l'infrastructure technologique, de venir consommer ces services-là chez HPS. Et donc, on parle en tant que partenaire de start-up, enfin de fintech, qui elles-mêmes servent des clients, qui deviennent des institutions financières, en fait. À terme, ça deviendra. Et donc, on parle de banque as a service et plus de software as a service. En fait, on va être capable d'offrir à tous ces gens-là un service de banque. Un service de banque, sans forcément nous-mêmes être banque. Ce n'est pas notre métier. Ouais. Mais par toutes contre, les briques, à la fois technologiques et qui respectent la réglementation. Et la partie réglementation, compliance en anglais, reste un élément extrêmement important, enfin vital, pour ce type d'acteur. Donc, avenir, je ne vais pas dire tranquille, mais avec beaucoup de choses qui sont à notre portée de main, et ce qu'on ne voit pas forcément semble, en tout cas au son, être extrêmement prometteur. Donc on a toujours, je répète, on a la chance d'être dans un métier passionnant, avec beaucoup de futur et beaucoup de surprises, et donc qui nous offre beaucoup de plaisir. Sur les fintech, c'est un sujet intéressant parce que je pense que, ce n'est pas un sujet que je connais très très bien, mais il y a beaucoup de fintech qui se sont un peu cassés la gueule sur les 10 dernières années. C'est peut-être aussi sur des sujets de réglementation. Donc le fait de pouvoir offrir cette brique-là des entreprises qui scalent d'un point de vue technologique, c'est super intéressant. Oui, je pense que en tout cas au Maroc, le sujet est en train d'être adressé sérieusement. C'est pas qu'il n'était pas adressé sérieusement avant. Sérieusement dans le sens où on adresse toute la chaîne de valeur pour offrir un cadre plus important. Mais je ne veux pas paraître vieux ou vieux jeu. Des startups qui se cassent la gueule, c'est tout à fait normal. Et il y en a une qui va réussir pour 9 autres et qui va couvrir tout. Mais par contre, ce que je vois, pas simplement au Maroc, mais un peu pas, c'est qu'en fait, les startups célèbrent beaucoup plus leur levée de fonds que leur réel business. Et c'est un peu triste parce que on se trompe de focus. De combat. Et quand aujourd'hui, je disais au début, on a eu la chance de ne pas avoir de financier, c'est peut-être ça vraiment qui a fait que... Parce que vous étiez obligé, en fait. On était obligé. Il fallait aller chercher du... Et aujourd'hui, une start-up devrait bien évidemment être financée, bien évidemment être épaulée, bien évidemment, mais aussi s'occuper et que le meilleur talent de l'entreprise soit plutôt mis sur les produits qu'elle essaye de vendre, plutôt que d'aller pitcher à droite à gauche. Et c'est peut-être ça qui fait que des fois, les startups ne sont pas forcément au rendez-vous. Parce qu'il y a c'est parce que peut-être que c'est très difficile aussi d'avoir du financement. Et c'est pour ça qu'on met les meilleures ressources. Mais globalement, il y a peut-être un petit équilibre à régler par rapport à ça. Et comment tu vois le monde de la fintech au Maroc ? Plutôt positif. En tout cas, par rapport, on a encore beaucoup de chemin à faire par rapport à d'autres pays africains. Mais par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques années, ce qu'il y a aujourd'hui, on voit quand même des fintechs qui tiennent la route, qui commencent à produire de la valeur pour leurs actionnaires et pour leurs clients et pour les fondateurs. Au-delà des succès de financement, on voit quand même qu'il y a des choses qui se font. Et ça, c'est formidable. J'avais fait une petite étude il n'y a pas longtemps. En fait, dans certains pays, l'économie digitale est vraiment très significative dans le PIB du pays. Aujourd'hui, au Maroc, pas encore.
Mais j'espère qu'on va y arriver, en tout cas avec les mesures qui sont en train d'être prises. Ouais. J'ai une dernière question sur le sujet un peu technologique. Sur un sujet qui est connexe au paiement, c'est le sujet crypto, que forcément vous avez dû suivre Bien sûr. depuis une dizaine d'années. J'ai d'abord une question générale sur comment vous avez suivi ça en tant qu'acteur du paiement. Parce que forcément, c'est un sujet qui est connexe, qui permet de faire des paiements. Donc, comment vous avez vu cette nouvelle technologie ? Encore une fois, en termes de paradigme technologique, quand ça a commencé à arriver, je suis curieux de savoir comment vous l'avez vu. Et deuxièmement, ça change quoi en fait pour vous, pour le monde du paiement ? Et est-ce que peut-être c'est complémentaire à ce qu'on disait tout à l'heure dans le futur ? Alors, derrière les cryptos, il y a une technologie qui est la blockchain, et qui est une technologie juste révolutionnaire. Je ne sais pas si après les quelques années de vie, on peut parler encore de révolutionnaire, mais qui est vraiment géniale. Enfin, l'idée, elle est juste... magistrale. C'est franchement celui qui a eu... Enfin, celui... On ne sait pas si c'est lui, elle, plusieurs. Donc, il y a tout du brouillard autour de cette personne. Donc la techno de blockchain est une technologie qui est formidable et qui va encore être là. Donc, certains disent que l'ordinateur quantique va peut-être remettre des choses en perspective, à voir. On va peut-être en parler à la fin de la discussion. Mais donc ce qui est intéressant, la blockchain, et le plus grand usage de la blockchain aujourd'hui, ce sont les cryptos, c'est la désintermédiation. Et donc, ça veut dire que si toi et moi, on veut faire une transaction, en fait, on n'a pas besoin d'un tiers de confiance. Et c'est ça qui rend les choses un peu, pas un peu, mais qui rend qui disrupte le modèle financier global. Traditionnel. Ouais. Alors, ça veut dire que aujourd'hui, la finance ne doit plus offrir que le tiers de confiance, elle doit offrir des produits supplémentaires. Mais aujourd'hui, on va à la banque principalement pour se faire financer ou pour avoir quelqu'un de confiance pour faire une transaction financière. Et donc, le deuxième sujet de financement, aujourd'hui, quand on voit les offres qui existent dans le monde de la crypto de financement, aujourd'hui, quand toi et moi, on va acheter de la crypto, cette crypto peut elle-même être prêtée à quelqu'un d'autre sans intermédiaire. Et donc, aujourd'hui, on voit une montée en valeur dans le monde des cryptos, où en fait, on voit un certain nombre de sujets financiers aller migrer vers la crypto. Est-ce que ça va arriver à un seuil où les banques vont commencer à se poser des questions ? Est-ce que ça va les mettre en péril ? Je ne pense pas dans les prochaines années au moins. Par contre, il y a de l'usage des cryptos aujourd'hui qui sont extrêmement intéressants. Un des plus grands usages, au-delà des aspects de spéculation qu'on peut voir avec aujourd'hui sur les transferts d'argent, par exemple, les transferts de fonds, de diaspora, etc. Aujourd'hui, les flux qui passent par des enveloppes de crypto, en fait, on peut envoyer de l'argent de n'importe quel pays à n'importe quel pays. On achète du dollar, on met ça sur une crypto, ça arrive de l'autre côté, on enlève l'enveloppe, on reprend les dollars. Donc, c'est à des coûts extrêmement intéressants. Donc, oui, les sujets de crypto sont extrêmement importants. Ils règlent de vrais sujets. Au-delà des cryptos, des cryptos publics, Bitcoin, Ethereum et compagnie, aujourd'hui, on voit que dans certains pays, on parle de CBDC, donc de crypto-monnaie de banque centrale, où en fait, la banque centrale va émettre de la crypto locale, qui est en fait juste une alternative au billet physique, à la monnaie fiduciaire. Qui va être stable, qui va valoir qui est backé par exemple un dollar ou un euro. Ou un dirham, pour parler du Maroc. Et là, ça peut être très intéressant par rapport à l'inclusion financière et par rapport surtout dans notre pays, par rapport au coût du cash. Le cash coûte beaucoup d'argent, beaucoup de gens n'imaginent pas. Mais le cash, il faut déjà l'imprimer, il faut le sécuriser, il faut le transporter, il faut le détruire quand il est plus utilisable. Et ça a un coût énorme. Il y a une étude qui avait été faite il y a 7-8 ans, je crois, et c'était 0,7% du PIB. Donc on ne s'en rend pas compte.
Et donc, à éliminer 50% du cash, ça fait 0,35% de PIB en plus. Donc, du coup, la dette, elle va être moins chère. Enfin, les impacts sont énormes. Donc, il y a des sujets peut-être qu'il faut vulgariser. Complètement. Pour avoir ça. Donc, crypto, important. Donc, la technologie intéressante et ça peut-être aboutir à des connexions avec ce que vous faites. Et les CBDC, peut-être une nouvelle... Alors, je disais tout à l'heure, le risque ces sujets-là de l'ordinateur quantique. J'allais te demander ce que tu en penses, que moi, j'avais lu une réponse intéressante. Moi, j'ai beaucoup de mal à savoir comment ça marche, mais je vais y arriver. J'ai juste pas eu le temps. L'ordinateur quantique, comment il fonctionne. Je sais pas non plus. Donc moi, j'ai été élevé dans le monde binaire, donc de l'informatique classique. Donc là, on me dit non. Donc il n'y a pas que des 0 et des 1, il y a des 0 et peut-être 1 et 1 peut-être 0. Et tout ce qu'il y a entre les deux. Par contre, en tout cas, ce qu'on voit de l'extérieur et ce que les gens qui sont actifs sur cette industrie disent, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de faire des milliards et des milliards et des milliards d'opérations en microsecondes. Donc ça veut dire qu'on est capable, parce qu'aujourd'hui, toute la crypto, comme on la connaît aujourd'hui, est basée sur, la sécurité, elle est basée sur le temps qu'il faut pour craquer un code. Donc là, si on peut faire des craquages de code en quelques secondes, ça veut dire que le monde de l'Internet va être détruit. Parce qu'aujourd'hui, donc tu veux dire qu'on n'arrivera pas au sujet de la crypto, on aura d'autres problèmes avant. Internet aujourd'hui, la sécurité d'Internet est basée sur des algorithmes de cryptographie simple par rapport à ce que peut craquer un ordinateur quantique. Tout ce qui est SSL et compagnie, toute la sécurité, elle n'aura plus de sens. Non, mais c'est super intéressant. J'ai quelques questions de fin avant de finir. On a parlé de ta vision sur les prochaines années. Donc, tu me disais d'abord continuer sur ce qu'on est en train de faire. C'est quoi les autres choses sur les 5-10 prochaines années vers lesquelles tu voudrais que HPS aille lorsque tu te projettes? Alors, aujourd'hui, la vision, elle est jusqu'à il y a quelques... Encore aujourd'hui, on reste ferme sur ce qu'on est. Et ce sens d'avoir un impact sur la vie des gens en leur permettant de pouvoir échanger des biens et des services, parce qu'au bout du compte, c'est le cœur de l'économie. Donc aujourd'hui, on pense que nous avons un vrai sens dans ce que nous faisons. Donc, il y a un sens dans ce que HPS fait, et tout ce qu'on va faire dans le futur doit absolument exprimer ou en fait servir ce sens que nous avons, sous plusieurs formes. Alors, aujourd'hui, c'est sur la partie technologie, et avec de plus en plus d'empreintes. C'est au travers d'autres activités du groupe, et je pense principalement à la fondation HPS qui s'occupe de l'éducation dans certaines écoles, dans des milieux défavorisés, mais aussi sur l'inclusion financière. Et tout ça, en fait, c'est toujours dans le même sens. Comment on peut nous assurer que cette économie va pouvoir fonctionner plus rapidement, plus efficacement, avec plus de sécurité, de manière beaucoup plus fluide. Ça, okay. C'est le sens. Comment ça s'exprime ? On a la chance d'être dans une industrie où ça change quasiment tous les jours. C'est ça aussi que j'ai compris dans ce que tu disais tout à l'heure, que j'ai trouvé très intéressant, c'est que en fait, l'innovation, on a envie après coup de le voir comme des grands changements, mais quand tu es dedans, tu vois ça comme des problèmes de tous les jours. C'est du quotidien. Donc c'est intéressant théoriquement, mais dans les faits, je comprends de ce que tu dis qu'en fait, on a une vision et donc on va continuer à aller vers ça, mais tant qu'on a le bon cap, en fait, la technologie, le reste de la vision et tout, on va le figure out pendant qu'on le fait, quoi. Et aujourd'hui, c'est une équipe de 8 personnes à HPS qui ne fait que ça. Que de la veille, en fait, qui regarde ce qui se passe à droite, à gauche, de manière absolument, je dirais, je ne vais pas dire naïve, mais très authentique, ouais. Où en fait, on sait qu'on ne va pas être bon sur tous les sujets, mais il faut quand même passer par l'exercice de l'essai pour être persuadé qu'on n'est pas, qu'on va rien rater. Donc c'est vraiment important. Il y a un sujet aussi dans
dans le sens de ce que nous faisons, c'est l'inclusion. Donc, je parlais tout à l'heure de l'inclusion financière. On a aujourd'hui dans l'équipe une personne qui est non-voyante et qui aujourd'hui s'occupe nous inspire pour ces inclusions. Donc on a aujourd'hui la mission dans HPS de nous dire, quand on va offrir des solutions comme ça, qu'elles soient le plus inclusives possible, que ça soit par rapport à des sujets d'alphabétisation. Donc je prends le cas en Afrique où on a des GAB qui parlent. On a, avec cette personne, construit un système pour pouvoir avoir des codes confidentiels pour les non-voyants. Donc c'est ces sujets-là qui sont importants et qui prennent beaucoup de sens dans l'esprit d'entreprise. Et quand on a des jeunes qui arrivent, ou des moins jeunes, et qui voient qu'autour de ça, il y a un sens, ça crée vraiment beaucoup de cols, je ne sais pas comment on dit, de liens entre les différents collaborateurs. Est-ce que tu as des mentors ? Et quand je dis mentor, j'inclus aussi des personnes qui t'inspirent, parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment dans l'entreprise, chez les fondateurs et jusqu'à aujourd'hui, j'imagine, une culture très start-up, un peu à l'américaine, etc., innovation, un peu sans limite, etc., que je trouve vraiment génial. Et donc, est-ce que tu as eu des mentors pendant ta carrière ? Et aussi, est-ce que tu as eu des personnes qui t'inspirent et qui t'ont donné aussi cette image d'entreprendre comme ça? Alors, j'ai eu... Ou c'était intuitif? Il y a toujours beaucoup d'intuition et l'intuition, en tout cas de ma compréhension de l'intuition, c'est quand le cerveau donne un message avant d'avoir mis les informations au bon endroit. Et donc l'intuition, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut jamais ignorer une intuition, il faut juste attendre un peu, bien réfléchir, dormir, revenir le lendemain, noter qu'est-ce qui a fait que cette intuition est arrivée, et quelques heures, voire quelques jours après, ça se clarifie. Et donc soit on laisse passer parce que le cerveau était juste pas rapide à ce moment-là, soit au contraire, il a fallu faire très très attention. Et donc moi, je crois beaucoup en l'intuition. Par rapport au mentor, moi j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui, en tout cas dans ma vie professionnelle, a été important. C'est Mohamed, avec lequel j'ai une dizaine d'années de différence. Et quand je suis arrivé dans le monde du travail, c'était quelqu'un qui, pour moi, était le modèle d'un point de vue technologique, d'un point de vue de l'intégrité et surtout d'accessibilité. Et je pense que c'est très important. Et cette humilité qu'on a pu construire très très vite dans l'entreprise est devenue une marque de fabrique dans l'entreprise. Et c'est très important pour moi. Alors, au-delà de ce moment, j'ai eu la chance quand même de connaître d'autres personnes. Et moi, j'ai connu quelqu'un de très jeune dans ma carrière qui a été extrêmement important donc un jour, j'étais dans cette banque et c'était le patron de la partie paiement. Et je galérais comme un malade pour pouvoir livrer à temps. Et donc, j'avais des relations très cordiales avec lui. Et puis un jour, il arrive, 11h du soir, j'étais encore en train de travailler. Il me dit, mais écoute, mais c'est pas possible, tu veux. Qu'est-ce que vous faites? Je dis, écoute, je fais de mon mieux. Et là, il me regarde en plein dans les yeux et il me dit, est-ce que je dois comprendre que ton mieux n'est pas assez? Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais dit, je fais de mon mieux. Je dis, je fais ou je fais pas. Et les collaborateurs HPS, ils savent que quand il y a quelqu'un qui dit, j'ai fait de mon mieux, je vais arriver en courant, lui dire, à HPS, on ne fait pas de notre mieux. Soit on fait, soit on ne fait pas. Ouais, donc pas de... Enfin, c'est le résultat qui compte, quoi. C'est une culture de résultat et pas une culture de moyens qu'on essaie de mettre à HPS. Et c'est très important parce que ça ne correspond pas forcément à la culture marocaine. Autant en Asie, en tout cas dans les pays où nous sommes, c'est quelque chose qui est ancré. Autant en Europe, chez certains, ça se passe comme ça. Autant en Amérique du Nord, on n'en parle même pas. Et donc, ces sujets-là, les gens qui m'ont inspiré au-delà de ce qu'on peut voir, cette personne m'a vraiment mis beaucoup de rigueur. Tu as changé aussi. J'ai eu un déclic par rapport à... Un déclic par rapport au fait qu'il ne faut pas... C'est bien de faire de son mieux, mais ce qui compte, en fait, c'est si ça fonctionne ou pas. Donc, et encore plus quand on est entrepreneur. Donc, et quand quelqu'un me dit « j'ai fait de mon mieux, je ne suis pas arrivé », je dis « c'est pire que de ne pas avoir essayé ». Évidemment, essayer, c'est très bien, essayer, c'est formidable,
Mais quand on est dans le monde de l'entreprise et qu'on a vendu un service ou un bien et qu'il y a une attente avec une relation commerciale, on ne peut pas parler de « j'ai fait de mon mieux ». On fait de son mieux quand on n'a pas réussi à un examen. Ou on n'a pas fait, et à ce moment-là, on n'a pas réussi, mais on assume, et voilà. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui veut entreprendre au Maroc, ou un moins jeune qui veut entreprendre? Il faut bien être conscient que quand on fait de l'entreprise, ça demande des sacrifices. Ça demande des efforts, ça demande beaucoup de travail, ça demande d'être fort psychiquement, psychologiquement, ça demande cette capacité de baisser la tête quand il faut et de la relever quand il faut. Et donc, c'est très important. Si on est peut-être un peu trop fier, si on aime peut-être un peu trop les vacances, si on n'aime pas trop se lever à 4-5 heures du matin parce qu'on a des obligations, il ne faut pas faire de l'entreprise. Ce n'est pas fait pour nous. L'entrepreneur est quelqu'un qui est capable de faire beaucoup d'efforts, de vraiment souffrir dans sa chair, jusque-là, pour pouvoir monter. Pour y arriver. Pour y arriver. Là, c'est clair. Si on pense qu'entrepreneur, c'est se lever à midi et partir à 4 heures, faire du golf. Et même ceux qui font du golf aujourd'hui à 60 ans, il faut se dire que soit il s'est levé très tôt, soit il va se dormir très tard, mais ça n'existe pas. Des entrepreneurs qui l'ont cool. Ok. Voilà. Avant de finir, est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et qui aurait été intéressant? Non, je pense qu'on a dû faire le tour de tout. Non, ouais. Je n'ai pas de... Ok, en tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Vraiment bravo pour tout ce que vous avez fait chez HPS. C'est vraiment une entreprise magnifique. Et voilà, ce que vous avez réussi à faire en vous lançant au Maroc, en allant directement à l'international et tout ce que vous avez développé depuis, c'est vraiment impressionnant, donc bravo. Et je suis très content d'avoir eu la chance de te poser toutes ces questions et de comprendre ce que je n'avais pas compris en faisant mes recherches avant ça. Sans problème, à ta disposition. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.